Bonsoir à tous et bienvenue. On est ravis de pouvoir vous rencontrer même virtuellement tous ce soir. Bienvenue donc à cet événement, cette table ronde organisée autour du thème les relations avocats sur le sous-titre choisi « Je t'aime, moi non plus ». Alors, il est peut dire que ces dernières années, on a pu parfois constater une tension, une crispation des relations entre les avocats et les magistrats. Et il nous a paru opportun de pouvoir en rediscuter ensemble et surtout en rediscuter entre nous, professionnels de la justice et du droit, c'est-à-dire entre nous, avocats avec les magistrats, magistrats avec les avocats. Et donc, je suis particulièrement bien entourée ce soir. Et je vais donc vous présenter tour à tour les intervenants qui nous font l'honneur de bien vouloir exposer leur vision des choses, leurs constats, pourquoi et comment l'état de ces relations et surtout, parce que c'est un peu le sujet qui nous anime, surtout que peut-on faire pour améliorer les choses et construire et bâtir, pourquoi pas, une nouvelle forme de relation plus fructueuse pour l'œuvre de justice que nous avons tous l'envie de servir. Alors, je vous présente d'abord Monsieur le Président Cyril Roth, qui est alors tout au bout là-bas à côté de Vincent Muré, entre Vincent Muré et Hervé Temim. Bien entouré. Donc, Monsieur le Président Roth, vous êtes donc magistrat, coordonnateur du pôle de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, et vous avez été secrétaire général d'une cour d'appel et d'un tribunal. Alors, à votre droite, mon confrère, donc Hervé Temim, qu'on ne présente plus, avocat au barreau de Paris depuis 1983, puisqu'avant, je crois que vous étiez versaillais, fondateur de votre cabinet éponyme, spécialiste de la défense pénale, et je ne peux pas m'empêcher de citer quelques mots de votre ouvrage qui vient de sortir chez Gallimard et qui s'intitule « Secret défense ». Je vous cite, « Les avocats sont des cambrioleurs de cerveau, la plaidoirie une drogue, défendre quelqu'un, c'est pouvoir renverser la table avec des mots. » C'est un idéal, c'est un objectif. Madame Elisabeth Moiron-Braud, vous avez été avocate au barreau de Paris jusqu'en 2006 et même membre du Conseil de l'Ordre et vous êtes devenue magistrate en 2007, ce qui nous fait une parfaite synthèse de l'œuvre commune de ce soir. Vous avez occupé beaucoup de postes, dont vice-présidente au tribunal de grande instance de Beauvais, présidente de chambre correctionnelle, et depuis avril 2013, vous avez été nommée secrétaire générale de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre la violence, contre les violences, et la lutte contre la traite des êtres humains, la MIPROF. C'est ça. Donc, merci encore de votre présence ce soir. Et enfin, mais pas le dernier, pas le moindre, Monsieur le Président Pascal Gastineau, magistrat, juge d'instruction et vice-président de l'Association française des magistrats instructeurs. Merci à vous également de votre présence ce soir. Alors, on a essayé d'organiser ce débat autour de trois questions assez basiques, mais je vais d'abord laisser peut-être Julie Couturier dire deux mots sur pourquoi ce débat aujourd'hui avec nos invités. Merci Camille, oui. Cette relation avocat-magistrat, c'est un sujet qui me préoccupe et dont j'ai voulu faire un thème assez central de notre campagne parce que c'est un sujet qui m'occupe depuis longtemps. Aussi bien à droit et procédure, où nous avons cette culture du dialogue avec les magistrats, qu'ensuite au Conseil de l'Ordre, où j'ai également exercé cette fonction de diriger, si l'on peut dire, cette commission des relations entre les avocats et les magistrats. Je suis convaincue depuis extrêmement longtemps que nous contribuons à la même œuvre, c'est-à-dire que chacun doit rester à sa place, chacun doit être dans son rôle, sans connivence évidemment, mais que avec de l'intelligence commune, on peut quand même arriver, et toujours au service du justiciable, parce que c'est en réalité la seule chose qui doit nous animer, nous devons parvenir, en bonne intelligence, à faire avancer les choses. Nous sommes, entre guillemets, les victimes communes de l'indigence de la justice, qui aujourd'hui n'est pas un chantier prioritaire de l'État, il faut quand même le dire. La période sanitaire que nous traversons
et notamment cette période de confinement, évidemment totalement inédite, a montré à quel point l'équipement des services de la justice était difficile. Ça a placé les magistrats dans une situation extrêmement difficile. Ça a placé les greffiers dans une situation extrêmement difficile et frustrante, car il ne faut jamais oublier non plus que la justice, elle est aussi faite par les greffiers, par les personnels de justice. On s'est aperçu que, notamment sur le plan informatique, on était dans une situation qui était, si l'on peut dire, d'un autre temps, alors que les cabinets d'avocats dans l'ensemble, évidemment, il y a une fracture numérique, on en parle aussi dans le cadre de la campagne, mais c'est pas le thème ce soir, mais en tout cas, les cabinets, pour la plupart, sont assez bien équipés et ont pu travailler à distance et, dans la plupart des cas, faire avancer leur dossier, leur cabinet. Pour la justice, ça a été plus compliqué et ça a créé du coup un phénomène d'encombrement à la sortie du confinement, avec cette espèce de goulot d'étranglement, une vraie difficulté du coup à ce que les audiences se tiennent, alors que ça aussi c'est quelque chose que nous défendons le droit à l'audience, nous défendons l'oralité qui est l'humanité du dossier, à condition naturellement que nous sachions nous aussi balayer devant notre porte et que nous sachions avoir une parole qui soit une parole utile. Mais en tout cas, voilà, on est les victimes communes de ce système judiciaire qui n'est peut-être pas toujours tout à fait à la hauteur. Et dans ces conditions-là, à partir du moment où chacun souffre de son côté, si l'on peut dire, eh bien forcément les relations se tendent et on a vu les manchettes de presse nous dire relations avocat-magistrat, le torchon brûle, ou à l'inverse, les magistrats et les avocats parisiens font la paix. C'était à l'occasion d'une manifestation qui s'est tenue l'année dernière sous l'égide de l'ordre et du tribunal, qui étaient donc les assises avocats-magistrats, qui ont été inaugurées en novembre 2019. Et ces manchettes, si l'on peut dire alternatives, sont le reflet de l'alternance entre des tensions qui sont souvent extrêmement vives à propos de l'exercice des droits de la défense et des tentatives de rapprochement qui sont régulièrement opérées entre les avocats et les magistrats, d'où ce titre un peu en clin d'œil de « Je t'aime, moi non plus ». C'est vrai que ces assises de l'année dernière nous ont permis de nous redire qu'on s'aimait. Je pense que c'était important, pardon, parce que je suis un peu dans un discours affectif, mais je pense que c'est important qu'on puisse se le dire de temps en temps. Ça me semble tout à fait essentiel. Le dialogue, au plan institutionnel, a toujours plutôt bien fonctionné. On a rarement vu un président de juridiction et un bâtonnier s'engueuler violemment, pour dire les choses assez clairement. Donc ce dialogue-là, au plan institutionnel et protocolaire, il a toujours été ouvert, direct. En revanche, les avocats ont, à l'heure actuelle, et c'est vrai qu'on a une problématique d'architecture judiciaire, les avocats ont encore du mal à trouver leur place au sein du nouveau tribunal de Paris. Ils souffrent, à l'évidence, d'une relation dégradée au quotidien, qui est effectivement marquée par ce qu'ils vivent comme une difficulté d'accès aux juges et au greffe, par des atteintes, en effet, assez incessantes à l'oralité et par le fonctionnement laborieux du RPVA. Ça, pour le coup, les magistrats n'y sont pas pour grand-chose. Il est vrai que la grève contre la réforme des retraites, la crise sanitaire qui a donc mis à l'arrêt le système judiciaire et la crise de confiance des magistrats à l'égard de leurs ministres avocats, on va sûrement en dire un mot tout à l'heure, ont évidemment ravivé les tensions. C'est donc dans une volonté de dialogue, si l'on peut dire un peu à bâton rompu, mais toujours ouvert et toujours direct, que nous avons voulu organiser cette table ronde ce soir pour échanger sur nos pratiques et essayer de voir quelles pouvaient être entre nous les axes d'amélioration, même si bien évidemment nous avons quelques idées sur le sujet que nous vous exposerons. Voilà en quelques mots. Et Camille, tu avais aussi envisagé une première question à la faveur de la présentation de nos invités, qui était de savoir pourquoi ils avaient accepté de participer à cette table ronde, et ça me semble en effet une question assez intéressante. Et c'est vrai on aurait souhaité vous entendre peut-être chacun votre tour. Pourquoi avez-vous accepté cette invitation qui vous a été faite par Julie Couturier-Vincent? Monsieur le Président Gastineau, peut-être? Alors simplement, merci d'abord de cette invitation et simplement au nom de l'Association française des magistrats instructeurs pour apporter un éclairage technique. Et puis parce que aussi à titre personnel, j'ai été avocat pendant près de 20 ans et je suis magistrat depuis 10 ans. Et j'ai été très heureux et je suis très heureux de ces deux carrières. Voilà. Merci.
Merci en tout cas de m'avoir invité à participer à cette table ronde, cet échange sur un sujet qui me tient forcément incroyablement à cœur. C'est comme j'ai l'habitude de dire, je suis une très, très ancienne avocate et une très jeune magistrate. Donc j'ai un double regard sur ce sujet, comme mon collègue, puisque j'ai eu 27 ans d'avocature et un petit peu plus de 10 ans maintenant, 13 ans de magistrature. Voilà, donc merci de m'avoir invité pour pouvoir vraiment dire, là je dirais que je ne serai pas technique, contrairement à vous, chers collègues, mais je serai plutôt dans le constat d'essayer de vous faire apercevoir comment j'ai ressenti le passage avocat-magistrat et ce que je peux penser de chacune des professions que j'aime aussi vraiment. J'ai aimé en tout cas la profession d'avocat et j'aime beaucoup le métier de magistrat également. Président Roth, c'est bon. Président, allez-y. Écoutez, je vais vous mettre les pieds dans le plat tout de suite. Nous sommes ici à l'invitation d'un avocat qui a fait l'objet de poursuites, si j'ai bien compris, disciplinaires en raison de son comportement supposé à l'égard de magistrats. Je suis ici parce que je considère que c'est pas un obstacle à notre dialogue. Merci beaucoup. Et que le moment d'une élection au bâtonnat est un moment privilégié pour se parler. Et que il faut jamais réduire, je crois, notre dialogue qui est quotidien et permanent à sa dimension, à la dimension déontologique. Voilà. Nous avons autre chose à faire que de parler tout le temps de déontologie. Merci, monsieur. Bien, écoutez, moi j'ai accepté parce que je suis plus invité nulle part avec la crise sanitaire. Quand on reçoit une invitation, c'est vraiment un luxe de la refuser que je me suis pas offert. Mais sinon, pour être sérieux, je suis d'accord avec ce que vient de dire Monsieur le Président Roth. Je crois que pour moi c'est un sujet très compliqué. Hein. Je pense que c'est un sujet extrêmement compliqué. Et je suis d'autant plus intéressé d'être là que personnellement j'ai des choses à vous dire, mais pas vraiment de solutions à proposer. Donc je vais entendre les vôtres avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Bon, bah, ça nous donne une petite tonalité sur les débats qui vont suivre et c'est vraiment très bien. Alors la première question pour essayer d'organiser un peu notre discussion, c'est quel est l'état, à votre sens, et comment vous le ressentez-vous, l'état des relations avocat-magistrat aujourd'hui, comment vous les qualifieriez et si possible, pour que les choses soient vivantes aussi pour tous ceux qui nous écoutent, les exemples concrets auxquels vous avez pu faire face au cours de l'exercice de vos professions respectives. Alors peut-être qu'on peut commencer par Monsieur le Président Roth, qui pourra comme ça nous illustrer aussi son propos. Merci beaucoup. Plusieurs écueils nous guettent, donc je crois qu'il faut essayer de s'écarter. Le premier, c'est peut-être ce formalisme dont vous êtes vous-même coupable. Vous m'appelez Président Roth tout le temps. Bon, je m'appelle Roth tout court. Pas la peine de m'appeler président, j'exerce des fonctions de juge. Voilà, je suis content d'être simplement un juge. Le deuxième, c'est que je crois, à Paris, il faut qu'on arrive à dépasser le mythe du village. C'est-à-dire cette idée qu'un jour, à Paris, il a existé une époque heureuse et bénie, que les plus jeunes, bien entendu, n'ont pas connue, mais dans laquelle chacun se connaissait et dans laquelle les rapports entre magistrats et avocats n'étaient troublés par rien d'autre, dans une sorte de complicité bien heureuse. Bon, c'est pas vrai, je ne le crois pas. D'abord parce que les ratios avocats-magistrats à Paris sont tels que je vois pas très bien à quel moment ça aurait pu exister.
Ensuite, parce que le barreau est heureusement extraordinairement divers, qu'il y a des gens qui pratiquent des métiers extrêmement différents, qui ne les a jamais devant la juridiction judiciaire. Et enfin, s'il y a quelque chose qui a pu nous écarter progressivement, c'est aussi l'évolution du droit. Et ça, je pense qu'il faut le dire à titre liminaire. Les exigences de l'impartialité objective sont telles qu'aujourd'hui, il m'est très difficile, à moi, personnellement, de savoir exactement où tracer la limite dans les rapports que je voudrais toujours cordiaux avec des avocats. Est-ce que je franchis la limite quand je vais prendre un café avec un avocat avec lequel je suis en contact régulièrement? Est-ce que cette limite est franchie quand on prend 2 cafés? Est-ce que cette limite est franchie quand on a vécu ensemble 1, 2, 3 déjeuners à tête à tête? Ça devient extrêmement compliqué. Et il faut se réjouir, je crois, de ce point de vue-là, des avantages que nous offre Paris. C'est le nombre, précisément, qui me permet à moi, magistrat en tout cas, d'entretenir des relations de vraie amitié avec des avocats que je ne croiserai jamais dans ma vie professionnelle. Voilà, je crois, les 2-3 propos liminaires que je vais avoir. Merci beaucoup. Peut-être que Hervé Temim. Tu as eu la gentillesse de me rajeunir tout à l'heure. J'ai effectivement prêté serment en 79 et pas en 83. J'ai prêté serment à Versailles. Versailles, à l'époque où j'ai prêté serment, avait compté 200 avocats. Et Versailles était un village. Or, je peux vous dire que grâce probablement à l'excellence des bâtonniers qui s'y étaient succédés, n'oublions pas que le barreau de Versailles avait été très marqué par la culture du bâtonnier d'Amiens. Et grâce à l'extraordinaire présidente de cour d'assises qui était à l'époque en fonction et qui est devenue présidente du tribunal de Paris, Madame Cochard, je peux vous dire qu'il y avait à Versailles, à l'époque, une culture extraordinaire de rapport, de respect et de cordialité avec les magistrats, mais absolument pas de rapport personnel. Il aurait été hors de question à l'époque pour un avocat versaillais, en tout cas pour moi, et à Paris ça s'est encore aggravé, de déjeuner en tête-à-tête avec un magistrat. Il n'est pas question de cela. En revanche, Monsieur Roth, je me sors du formalisme, ça m'a beaucoup intéressé votre propos parce que vous parlez de l'impartialité objective. Après, je vais vous dire ce que moi je pense. L'impartialité objective. Oui, vous avez raison. D'une certaine manière, la notion d'impartialité objective, les exigences de plus en plus grandes à cet égard des magistrats rendent plus difficile encore les relations entre avocats et magistrats. Mais est-ce que vous pensez sérieusement qu'un magistrat du siège, un juge d'instruction, un magistrat du tribunal se pose les mêmes questions quand il boit un café, 2 cafés, quand il déjeune avec un magistrat du parquet? Eh bien, je vous répondais oui, mais moi je vous dis non. Parce que je vais vous donner un exemple. Un exemple très intéressant. Quand le pôle financier était rue des Italiens, et le PNF, qui est l'objet aujourd'hui d'une grande polémique, c'est probablement l'endroit de France où je connais où le dialogue, où les discussions, où les relations entre avocats et magistrats sont les meilleures. Moi aussi je mets les pieds dans le plat. Je connais pas d'autre endroit en France où les avocats et les magistrats du parquet discutent autant et avec loyauté. Donc, qu'il y ait des dérives, c'est autre chose. Il y en a partout. Et il peut y en avoir aussi chez nous, chez moi, n'importe où. En revanche, je peux vous dire qu'à l'époque où le financier était rue des Italiens, on commençait à entendre ce type d'argument parfois chez des magistrats, je pense plutôt d'ailleurs à des magistrats du parquet qui refusaient de recevoir des avocats. Mais à l'époque, c'était une époque bénie, enfin peut-être qu'ils sont mieux, vous êtes mieux aujourd'hui au nouveau tribunal, tous les juges d'instruction avaient un petit bureau qui est une sorte de, je sais pas, leur bureau personnel où ils travaillaient, et je peux vous dire que une fois sur 2 ou sur 3 quand on arrivait, il y avait un magistrat du parquet qui était en train de discuter avec le juge. On s'est jamais scandalisé de ça. Vous avez des juges qui refusent de nous parler, alors qu'ils passent leur temps à parler au parquet, que ça leur paraît tout à fait naturel. Par contre, l'avocat, attention, de simplement lui dire vous comprenez, maître, l'impartialité objective. Je suis très sérieux parce que je vais vous donner 2 exemples. Moi, j'estime que les relations avocat-magistrat, elles sont extrêmement délicates. Ce qu'il faut, c'est se respecter. C'est se respecter et accepter de se parler.
accepter d'entendre les avocats. C'est parce qu'on reçoit un avocat que ce qu'il dit est vrai, ou que forcément il va vous convaincre. Acceptez de parler aux avocats. Et je vous connais des magistrats qui pratiquent de manière remarquable cet art, simplement du respect, de la courtoisie et du contradictoire, sans pour autant se sentir accablé par la pression que fait peser une partie dans une procédure. Je vous donne 2 exemples. Moi, j'ai écrit dans mon bouquin, et je le pense, le drame, c'est qu'aujourd'hui, les rapports, parce qu'il y a évidemment des rapports, et Paris est un peu aussi un îlot, hein, c'est quand même un peu un paradis par rapport à ce qui se passe dans beaucoup de barreaux. Les choses se passent quand même plutôt moins mal à Paris qu'ailleurs, en tout cas pour les avocats parisiens, qui sont peut-être moins bien accueillis ailleurs. Mais bon, les rapports entre avocats et magistrats, qui sont pas souvent très bons, il y a de nombreuses exceptions, c'est des rapports qui devraient être gouvernés par des relations de confiance. La confiance devrait être le principe. Et aujourd'hui, le principe, c'est la défiance. Le fait d'avoir des relations de confiance avec un magistrat, pour un avocat, c'est l'exception, alors que ça devrait être la règle. Et je vous garantis qu'on le ressent. Je vous donne 2 exemples, je suis très loin, après je serai plus court. 2 exemples, vous vous demandez d'illustrer. Un avec le parquet, un avec un juge d'instruction. Avec un juge d'instruction. Il y a des juges d'instruction, moi personnellement, je me garde de toute généralité. Hein. Évidemment que dans toute génération, il y a beaucoup d'exceptions. Mais c'est une génération qui n'est pas exactement celle des plus jeunes, des tout plus jeunes, mais celle qui ont entre 5 et 10, 15 ans d'expérience. Parce que moi, je pense qu'il y a eu, c'était pas le cas du tout ces dernières années avec Monsieur Laurent, il y a eu un moment une mentalité épouvantable à l'égard des avocats à l'ENM. C'est pas la peine de se cacher, c'est une évidence, épouvantable. L'avocat était présenté comme un ennemi, ce qui est une aberration. Et une bêtise surtout, car de pas comprendre que la justice c'est le contradictoire et que donc on a besoin des avocats, c'est comme si on voulait que la loi soit appliquée sans magistrat, c'est pareil. On a besoin des avocats, donc il faut pas les mépriser ab initio. Juge d'instruction, vous avez beaucoup de juges d'instruction aujourd'hui, et j'aimerais être sûr qu'ils agissent de la même manière avec le parquet, qui refusent de parler à tout avocat, y compris aux avocats de partie civile. Ils refusent de parler, d'échanger un mot. C'est le principe. Alors moi, je pensais que ça m'était destiné. La première fois que j'ai connu ça, je vous explique dans quelles circonstances. Si on n'est pas chez les fous, dites-moi où on se trouve. Je suis dans une affaire où je défends une jeune femme qui est mise en examen, dans une affaire très malheureuse de bagarre d'un petit groupe de clients d'un chauffeur de taxi. Ils étaient 4 dans un taxi, donc 5 personnes dans une voiture. Il y a une bagarre, le chauffeur de taxi tombe, il y a un mauvais coup, le chauffeur de taxi meurt. Ma cliente est en prison, elle a un enfant jeune, etc. Je demande à ma collaboratrice qui assiste au débat contradictoire si la juge accepterait de me parler pour que je lui présente la situation personnelle. Ma collaboratrice me dit « Non, la juge ne vous parlera pas. » Bon, vous pensez que c'est personnel? Elle me dit « Je ne sais pas. » Okay. 2 jours après, je reçois un avocat, je vous promets, monsieur le président Gastineau, monsieur Gastineau, c'est vrai, de l'avocat de la partie civile, qui connaissait mon nom, c'est tout, qui me dit, voilà, mon cher confrère, je me permets de vous appeler, parce que la juge refuse de me parler. Je dis, ah bon, même à vous? Il dit, oui, la juge ne veut pas avoir la moindre discussion avec moi. Or, j'ai besoin de lui parler, car la famille voudrait rapatrier le corps en Israël, le corps du défunt, et j'ai besoin d'une autorisation de sa part. J'ai même pas le rapport d'autopsie. Je lui dis, vous êtes sérieux? Oui, j'ai écrit un mail demandant ça. La juge refuse de me parler. Je lui ai dit, voilà, et il me dit, j'ai pas été entendu. Je dis, écoutez, voilà. Et je dis ça devant des magistrats du siège, mais j'accepte d'être poursuivi. Je lui dis, écoutez, voilà, je vais vous dire très simplement, j'ai pas le droit de vous le communiquer, parce que vous n'avez pas d'accès officiel au dossier. Je vous envoie par fax pour que la source soit bien, le rapport d'autopsie pour que la famille puisse juger ce qu'elle a à faire, etc. Bon. Je trouve ça incroyable. Et après, j'ai 10 exemples de la même manière. Deuxième exemple, et je me tais, parquet. Je défends. Je vais assister quelqu'un dans une audition libre. Alors évidemment, c'est quelqu'un de connu, donc au commissariat, ils sont dans tous leurs états. La personne que j'assiste n'avait aucune idée de ce qu'on pouvait lui reprocher, au vu de ce qui était marqué. Aucune idée. Évidemment, elle n'avait rien fait de mal du tout. Et puis je m'aperçois, au fur et à mesure de l'audition, on comprend ce qui se passe. Et alors j'ai la chance, c'est vrai, d'avoir des collaborateurs. Je corresponds, et le policier me laisse correspondre avec mes collaborateurs. En fait. Donc j'ai des renseignements de jurisprudence. Il y avait un défaut d'élément légal évident
dans cette histoire. Cette affaire ne tenait pas la route. Mais pas du tout. Ok, le policier qui comprenait pas grand-chose me dit, je lui dis, je vais vous envoyer... C'est quand même rare, je parle aux avocats, mais c'est rare que les avocats envoient des notes à l'aveugle. Et alors si vous me connaissiez encore plus moi, j'envoie très peu d'écrits sans avoir accès au dossier, jamais. Je lui dis, écoutez, voilà, je vais vous envoyer une note. J'envoie une note, il me dit, je la ferai passer au procureur. Je tombe sur une jeune substitut qui répond à mon mail, après 2 jours, mais qui répond à mon mail, et qui me répond, j'ai reçu votre note, mais je ne vous recevrai pas parce que nous avons pour principe de ne jamais recevoir un avocat dans une enquête préliminaire. J'ai gardé le mail. Hein. C'était, je me perds dans les sections chez lui. Résultat des courses, encore 1 an d'enquête, classement sans suite pour défaut d'éléments légaux. J'aurais pu expliquer mieux peut-être que ma note à ce... Voilà. Je crois qu'il faut qu'on ait des rapports de confiance et qu'on dialogue. La justice, c'est le contradictoire. Il faut que les magistrats acceptent de considérer que les avocats sont une partie importante à la procédure. Et je crois qu'il faut que les magistrats du siège se comportent de la même manière avec les avocats de la défense des parties civiles qu'avec les magistrats du parquet. J'ai été bien long, pardonnez-moi. Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, le respect, la confiance devrait être le principe dans ces relations qu'on peut qualifier, selon Hervé Temim, de délicates. Madame. Alors, très bien. Alors, on reste dans le technique. Monsieur Guestino, parce que Merci, Maître Potier. Bien évidemment, on ne peut qu'être d'accord sur les grands principes de confiance et de dialogue. Et moi, j'ai le souvenir des assises de novembre 2019 et j'ai eu l'impression qu'on était tous d'accord et qu'il y régnait un climat de sérénité et que tout le monde y participait. Et j'ai le souvenir du discours du président qui venait d'arriver et je ne dis pas que c'était une grand-messe, mais on était presque arrivé à un moment de symbiose et de synthèse. Alors, sur les exemples que l'on pourrait égrener au fil de l'eau sur tel magistrat qui ne veut pas ouvrir sa porte jamais, alors effectivement, ça paraît incompréhensible. Mais moi, à l'inverse, je vais vous donner un contre-exemple. Moi, j'ouvre la porte assez facilement, même, j'allais dire, sans difficulté, parce que j'estime à titre personnel qu'on gagne un temps fou à entendre les conseils, soit des mises en cause, soit des parties civiles, parce qu'on les écoute avec le discernement nécessaire, on fait la part des choses, et on ne traite pas l'un plutôt que mieux que l'autre. Mais alors, je vous donne un exemple. Quand je dis, il y a des avocats qui vont avoir la gentillesse de m'envoyer un email avant, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous, est-ce que je peux, ou qui vont passer voir mon greffier. Il y en a d'autres qui préviennent pas, tapent à la porte, attendent. Puis il y en a d'autres qu'on leur dise entrer, puis il y en a d'autres qui préviennent pas, tapent à la porte, mais n'attendent pas et entrent. Et puis j'en ai eu aussi que j'ai retrouvé dans mon cabinet, mais je n'étais pas là. Bon, voilà, il y a tous les exemples d'accès ou de comportement d'avocats avec des magistrats. Et je pense que, comme dans tout, l'excès ou le manque de politesse, de courtoisie, parce que c'est là aussi des principes essentiels, ça sera simplement de la courtoisie, ça sera effectivement de répondre à un email quand on en reçoit un, qui, à partir du moment où il est structuré, charpenté, et qu'il est normal, parce que nous aussi, pensez à nous. Je dois vous dire que, je ne vais pas vous dire que vous nous faites peur, parce que j'ai été avocat aussi, mais il y a parfois des moments d'audience ou des moments de confrontation, puis nous, juges d'instruction, on est au contact. Mais moi, j'aime bien être au contact. Je trouve que c'est enrichissant, mais je vais citer un exemple concret, récent, parce que la presse s'en est fait l'écho. Il y a eu une audience dans un procès de cybercriminalité à Paris qui a, avec des conseils qui n'étaient pas tous français, mais qui étaient inscrits à un barreau européen, mais qui se sont transformés en un vrai moment de désordre et moi et les journalistes eux-mêmes ont déploré cette violence qui ne fait pas, à mon avis, progresser le débat. Et là encore, on peut égrener à l'envi des exemples de comportements qui ne sont pas les bons. Alors, juste pour prendre un peu de recul, j'ai posé la question à
à l'Association française des magistrats instructeurs pour savoir et les relations entre avocats et magistrats. Alors, il y a Paris, bien sûr, avec 40 000, 50 000 avocats, et puis 35 000. Alors qu'il n'y a que 8 000 magistrats dans toute la France, donc c'est vrai qu'on est en position de faiblesse. Mais mes collègues de toute la France, de l'AFMI, me répondent non, mais les relations, elles sont bonnes, non, avec les avocats, parce que je pense que c'est ça. Elles sont quand même plutôt bonnes. Peut-être qu'à Paris, on est déformé par certains arbres qui cachent les forêts de quand même de bonnes relations. Donc, je ne voudrais pas, moi, être trop long. J'ajouterai une autre chose, parce que Maître Thémy m'a parlé de l'ENM. Moi, pour ma part, mais ça, je l'avais dit lors d'un débat, je me rappelle, c'était un débat difficile où j'étais président de l'AFMI sur un plateau, la France, Carrère d'Ancos, la France en face. J'avais à l'époque un avocat du barreau de Lille que j'avais croisé et qui me dit, je dis moi l'ENM c'est pas mal, je trouve que ils ont fait quand même beaucoup pour justement faire connaître aux magistrats le monde de l'avocat avec ses stages, avec autre chose que du droit. Bon, j'ai eu droit à un autre remarqué de dire non, mais l'ENM c'est pas exactement ça. Mais moi je pense, en tout cas avec mon regard d'avocat, que déjà, parce qu'il y a 30% aujourd'hui des magistrats qui viennent d'ailleurs, et qui sont même d'anciens avocats. Donc ça c'est aussi, cela montre bien la capacité du monde de la justice à intégrer des gens qui ne sont pas tous formatés selon le même schéma. Et donc je trouve que c'est un signe encourageant et j'ai toute confiance en notre capacité, et ce débat que vous organisez là en est sûrement un exemple à encore améliorer des relations entre avocats et magistrats qui contribuent tous à l'œuvre de justice, ça c'est vous qui l'avez dit. Alors, ça, à vous. Elisabeth Moiron. Je dois dire en vous écoutant que vous avez très 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 bien choisi le titre de cette table ronde. Je t'aime moi non plus, parce que c'est un petit peu l'exemple qu'on vient d'avoir déjà au tout début de cet échange. Bon, moi je ne vais pas rentrer dans des considérations dans ce qui se passe actuellement en juridiction, parce que ça fait très longtemps que je ne suis plus en juridiction. Mais donc du coup je vais faire quelques constats que je pense vous partagerez. Bon, on a vu que effectivement, on œuvre tous pour une bonne justice, qu'on soit avocat ou magistrat. On partage des valeurs qui sont vraiment extrêmement importantes à respecter. C'est la loyauté, le contradictoire, l'indépendance, le secret professionnel. Tout ça, c'est à travers nos serments d'ailleurs. Hein. Et donc, on tend vers un idéal de justice. Bon, ça, c'est les belles paroles. Alors après, c'est vrai qu'on fait des métiers très différents, puisque le magistrat, il dit le droit, il règle les litiges, il est garant de l'ordre social, c'est presque même régulateur de notre société. Et donc ça, c'est déjà une chose. Ensuite, les avocats, là aussi, on va trouver toutes les qualités. Eh bien, ils défendent les libertés, il est indépendant. Il est dynamique, notamment dans le cadre de ce marché du droit, puisqu'on le dit ainsi, qui est quand même très 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 important. Mais derrière tout ça, il y a un peu le revers de la médaille. Et puis finalement, on a toujours eu, et ça je crois, parce que je ne veux pas dire ce qui était à mon époque et ce qui est aujourd'hui, mais je crois qu'on a toujours eu, et on a encore aujourd'hui, des préjugés les uns envers les autres. Alors, je vais faire court. L'avocat, il n'aime que l'argent. Il ferait n'importe quoi pour son client. Qu'est-ce qu'il est d'autre? Oui, bah c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal quand on a dit ça. J'essaie de chercher. Le magistrat, il est un peu coincé, quoi, au fond. Il n'est pas toujours facile. Il est corporatiste. Il aime l'entre-soi. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on en peut en dire, ce qu'un avocat peut dire facilement d'un magistrat. Oui, il est très bon, mais il est pas. C'est pas toujours facile. On a l'impression que les avocats n'ont pas grand-chose pour lui. C'est ce que tu as exprimé tout à l'heure, Hervé, de dire,
finalement, j'ai pas le droit de rentrer dans un bureau de magistrat. Enfin, donc ça, c'est quelque chose qu'un avocat dit très très bas. Bon. Mais ça, on a toujours vécu avec ça. Et puis, mais on a quand même bien vécu. Je parle du passé. Et là, je te rejoins, Hervé, quand tu dis ce qui est important, c'est la confiance réciproque, c'est se respecter, se parler. Et on peut avoir plein de préjugés les uns vers les autres, et en se respectant et en se parlant. Et en fait, c'est ça qui est vraiment, qui, à mon avis, me semble extrêmement important. Et d'autant que c'est sûr, on fait, comme je disais, on fait pas du tout le même métier. Mais on se retrouve, on peut vraiment travailler en partenariat. Et ça, c'est mon expérience qui le montre, mais vous le savez bien. Quand j'étais membre du Conseil de l'Ordre, j'étais en charge de l'accès au droit et l'accès à la justice. C'était les belles années de l'accès au droit et l'accès à la justice. Eh bien, on a fait, mais moi j'ai travaillé de manière extraordinaire avec les magistrats. On a créé, avec le président Coulon, on a fait les maisons de justice et du droit, d'après les premières maisons de justice et du droit. Après ça, avec Magendie, les CDAD, on a créé les points d'accès au droit. On a travaillé merveilleusement bien parce que les magistrats, ils avaient besoin des avocats. Et les avocats, bien sûr, ont toujours besoin des magistrats. Mais donc, on a vraiment fait un travail extraordinaire et sans que j'ai jamais ressenti la moindre condescendance ou etc. Donc, ça a été vraiment, donc c'est une expérience que j'ai vécue vraiment de l'intérieur. Et puis, quand je suis devenue donc magistrate, j'étais nommée à Beauvais. Et là, le président du tribunal me délègue. Parce qu'il avait vu que j'étais spécialisée un peu dans ces questions, il me délègue la présidence du CDAD. Bon, ben là, rebelote. J'ai travaillé avec les avocats, une entente absolument formidable. D'ailleurs, bon, c'était un petit barreau, donc on s'entendait bien entre magistrats et avocats, il n'y avait aucun problème. Mais on a fait plein de choses ensemble. J'ai tout de suite mis en place des points d'accès au droit dans les maisons d'arrêt. Enfin, voilà. Donc, vraiment, il y a une dynamique, on peut travailler ensemble, même si on a plein de choses de différentes, même si les avocats, c'est vrai, sont un peu, les magistrats sont un peu sur leur patte à soie, les avocats sont quelquefois un peu sans gêne, bon. Mais vraiment, pour moi, je pense qu'il n'y a absolument aucun problème pour y arriver. Et je voudrais juste terminer, parce que j'ai dû être un petit peu longue, mais peut-être ça va ouvrir à la deuxième question. C'est que ce climat que je trouvais bon entre avocats et magistrats, même si de temps en temps on était très énervés, comme je vous disais, quand on avait une décision, on nous accordait même pas 1 000 € au titre de l'article 700, aller comme des voleurs, en disant vraiment, là les magistrats ils savent pas ce que c'est, les honoraires, combien ça coûte, etc., et comment on fait, etc. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai eu un choc, voilà, puisqu'on doit dire des choses comme ça. C'est vrai que je le sentais, parce que maintenant je travaille ce qu'on appelle en centrale au ministère de la Justice, et c'est vrai que quand j'étais au ministère de la Justice, je voyais bien que on prenait pas souvent l'avis des avocats. C'est vrai qu'au niveau, en tout cas, au niveau des services où j'étais, pourtant on travaillait avec les avocats beaucoup, mais sur l'aide juridictionnelle. Mais il y avait certains points où je pense qu'on aurait peut-être on aurait pu les associer, parce qu'à chaque fois qu'on s'associe, en général, ça marchait bien. Moi, j'ai mis en place les bureaux d'aide aux victimes, et les bureaux d'aide aux victimes, on a fait des conventions avec les avocats, et on sait combien c'est important qu'ils soient là. Donc, mais bon, on peut dire que quand même, ça marchait pas trop mal. Et puis, ce qui m'a beaucoup choqué, et tu en as parlé, Julie, ça a été... il y a eu des moments très durs. Il y a eu des moments très durs, et notamment quand il y a eu le problème des retraites. Et moi, j'ai eu un choc. Je vous dis vraiment, j'y pense de temps en temps. Lorsque j'ai vu, comme ça, en regardant les tweets, qu'il y avait des avocats, il y avait la garde des Sceaux qui était là, Nicole Belloubet, qui faisait un discours, je crois que c'était à Caen, et les avocats enlevaient leur robe, ils ont jeté leur robe. Ça a été, encore pour moi, je vous en parle, je suis encore émue, ça a été un déchirement. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est terrible ce qui se passe. Là, et là, on peut dire le mot, il y a voilà, comme on a pu en arriver là. Avec le passé que j'avais, je me suis dit, mais là, c'est la fracture. Alors, il y a 10 000, on va en parler certainement tout à l'heure, les causes, il y a beaucoup de causes qui ne sont pas seulement les relations juste entre magistrats et avocats, bien sûr, hein, c'est la crise de notre société, etc. Mais malgré tout, voilà, j'ai trouvé ça très, très, très violent. Et une autre chose, qui était un petit peu avant, que j'ai trouvé aussi qui m'a fait mal,
c'est quand je suis allée dans les premiers jours, enfin c'était juste après l'ouverture du tribunal judiciaire, et puis je suis allée voir des collègues, je travaille beaucoup avec le parquet de Paris sur des sujets, notamment la traite des êtres humains, et donc j'allais leur rendre visite, j'étais toute contente d'aller au tribunal judiciaire. Et quand j'ai vu que voilà, il y avait deux mondes qui étaient complètement coupés, on est arrivé, c'est sécurisé au maximum, donc ce qui est très bien, je sais que c'est très 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 utile, mais voilà, j'ai senti, il n'y avait pas d'avocat avec moi, donc j'ai été co-parquet, je leur ai dit d'ailleurs, ils étaient tout à fait d'accord avec moi. J'ai dit, mais c'est cloisonné, qu'on a l'impression qu'on est enfermé là, dans le parquet, en haut, il y a les magistrats, puis les avocats, ils sont où c'est vrai que moi, j'ai connu la buvette et compagnie, etc. Donc, ce lien-là, alors je sais bien que on n'est pas un village, que maintenant, malheureusement, tout a pris, on est très nombreux et tout ça, mais voilà, j'ai senti une espèce là aussi, de mal-être. De mal-être. Bon, maintenant c'est passé, on s'habitue, hein, mais il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est ce que je voulais en tout cas partager avec vous. D'un mot, c'est pas complètement passé malheureusement. Je regrette que ce soit pas complètement passé. Je pense qu'effectivement on s'est globalement habitué, mais c'est vrai que cet accès, même si on est tous d'accord sur le fait que c'est pas l'auberge espagnole non plus, et que quand on va chez des gens, on s'annonce, c'est quand même la moindre des choses. Donc c'est vrai que le fait d'annoncer sa visite, comme vous l'évoquiez, Monsieur Gastineau, ça me paraît très clair, mais c'est vrai qu'on a quand même encore ce sentiment de difficulté d'accès. Il arrive qu'on ait besoin de faire une démarche au greffe, de monter au greffe pour une raison ou pour une autre, dans des matières un peu spécialisées comme les nôtres, et qu'on appuie sur l'interphone et que personne ne nous ouvre jamais. Bon, alors effectivement, on se replie sur le sauge, mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait plus d'accès facile au greffe est parfois un tout petit peu compliqué. Simplement pour reprendre une expression à laquelle moi je suis très sensible et qui est une expression de Madame le professeur Nathalie Fricero, qui travaille aussi évidemment beaucoup sur les questions de procédure civile. Elle parle de justice partenariale. Et j'aime bien cette idée que l'avocat n'est pas forcément un auxiliaire de justice comme on a l'habitude de le dire, mais peut-être plutôt un partenaire de justice. Et c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on soit sur cette ligne-là d'abord d'égalité et encore une fois de dialogue et de confiance. On est, je pense, tous d'accord là-dessus. Alors, je reprends la main si tu veux, Camille, peut-être pour poser la deuxième question. C'est parfait. Et donc, la deuxième question qui est effectivement en lien, on va dans cette progressivité, c'est à votre sens, quelles sont les causes de l'état dégradé de ces relations, puisqu'on en a fait le constat, même si émergent quand même quelques notions d'espoir, puisque je pense qu'ici, tous autour de la table, on a envie évidemment de cette confiance et de ce respect mutuel, mais on fait quand même le constat d'une relation dégradée. Quelles sont, à votre sens, les causes de cet état dégradé des relations ? Je donne la parole en premier lieu, je l'appellerai quand même Monsieur le Président Roth, quoi qu'il en coûte. D'abord quelques mots positifs en défense du nouveau tribunal. Je sais que je vais m'attirer quelques critiques encore parce que mais c'est simplement, je pense que ceux qui le critiquent le plus aujourd'hui sont ceux qui le pratiquent le moins. Car en réalité, qu'est-ce que c'est que ce nouveau tribunal ? D'abord, c'est un bâtiment moderne. Bon, dans les bâtiments modernes, on a un système de contrôle d'accès. C'est vrai dans un immeuble de bureau. Quand vous allez chez vos clients dans les tours de la Défense, vous passez 15 portiques de sécurité. C'est beaucoup plus sécurisé que chez nous. Et personne ne s'en plaint. Et vous dites pas, ah mais comment je peux pas taper à la porte de mon client directement alors même que je voudrais lui parler et que j'ai rendez-vous. Bon. Ça, c'est la première chose. Or, structurellement, vous êtes nos clients. C'est-à-dire que vous venez chercher un service dans une administration qui vous reçoit. Deuxièmement, à l'occasion de la construction du nouveau tribunal, c'est toute l'architecture de l'organisation des services de greffe qui a été repensée.
Et cette architecture présente quand même des avantages, me semble-t-il, majeurs pour une très grande majorité d'avocats. Le SAUJ, c'est quand même, le SAUJ, je parle du SAUJ avocat, c'est quand même quelque chose qui évite à un avocat qui autrefois devait passer 2 heures dans les couloirs interminables de ce tribunal pour aller, de ce palais-ci, pour aller déposer 3 dossiers dans 4 greffes différents, et qui aujourd'hui a terminé l'ensemble de ses démarches en 10 minutes top chrono, avec derrière la vitre un greffier qui le reçoit et qui est capable d'accéder à tous les logiciels de métier nécessaires pour le renseigner et pour prendre les pièces qu'il faut prendre. Alors, est-ce que on a accès au même service exactement? Non, bien sûr. On n'a pas accès au greffier spécialisé qui est en mesure, dans les greffes de chaque chambre, de dire à l'avocat, ah là, écoutez, attention, c'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses, il faut telle pièce plutôt que telle autre, etc. Donc là, évidemment, l'information est un peu plus limitée, mais le gain de temps considérable qui en résulte pour une majorité d'avocats est très important. Et ensuite, c'est quand même un magnifique outil de travail pour tout le monde. Et j'espère que les pénalistes ne me contrediront pas qui passent des jours, des semaines entières dans les salles de ce tribunal à l'occasion de certains procès, qui sont bien installés. On a globalement ni trop chaud, ni trop froid. On s'entend, l'acoustique est formidable. Tout le monde est bien assis. Les avocats en particulier, ils peuvent brancher leur ordinateur, ils peuvent réellement travailler sur place. On s'entend, on se voit. Voilà, c'est ça notre principal, le principal outil de travail de ce tribunal que sont les salles d'audience. Et c'est un outil de travail que nous avons en commun. Il est absolument fantastique et on est à des années-lumière du palais cité de ce point de vue-là. Donc je pense qu'il y a un moment donné où il faut que les critiques, comment dirais-je, s'apaisent pour que se fasse jour l'idée qu'on travaille dans des conditions quand même autrement plus modernes et autrement plus efficaces globalement. Voilà quelques mots en défense du nouveau tribunal. Quelques mots aussi pour défendre la différence. Nous ne sommes pas pareils. Bon, alors, nous n'avons pas le même statut, nous n'avons pas les mêmes objectifs personnels, nous n'avons pas les mêmes objectifs professionnels, nous n'avons pas les mêmes ambitions. Non, nous sommes différents. Voilà. Alors, il faut arrêter de véhiculer l'idée que ça ne va pas parce que on est trop différents les uns les autres. Non, c'est une différence que chacun d'entre nous peut assumer. Si vous me traitez de corporatiste, je dis oui, je suis corporatiste, mais je le revendique. Je le revendique, qui ne l'est pas. Oui, j'appartiens à un corps particulier. Je suis fier d'y appartenir. Je suis fier de la mission que je remplis au service de l'État, au service de la société. Et j'ai aussi, oui, des intérêts catégoriels à défendre. Donc de ce point de vue-là, oui, je suis corporatiste. Ce qui nous réunit, c'est pas ça. Ce qui nous réunit, c'est notre fonction, c'est l'œuvre que nous créons ensemble et que nous ne pouvons pas créer sans vous, pas plus que vous ne pourriez la créer sans nous. C'est ça l'important, c'est ça qui nous réunit. Et je peux vous donner 1000 exemples de secteurs du droit qui sont malheureusement insuffisamment développés, délaissés et dans lesquels les choses ne progressent pas. Quel est le droit aujourd'hui de l'assistance éducative ? Quelle est l'ampleur de la jurisprudence en matière d'assistance éducative ? Pourquoi il n'y a pas de jurisprudence en matière d'assistance éducative ? Pourquoi est-ce qu'il y a très peu de jurisprudence en matière de tutelle ? Ben c'est parce qu'il y a très peu d'avocats. C'est un état, c'est une situation qui est au détriment de chacun, qui est au détriment du magistrat en particulier, parce que il ne sait pas, il est quelque part, il est dans le vide, y compris juridiquement. Nous avons besoin de stimulation, nous avons besoin d'opposition au ronron,
aux pratiques qu'il faudrait changer. Nous avons besoin que de temps en temps il y ait quelques clashs. Parmi les gens qui ont sans doute le plus fait, j'étais à la Cour de cassation il n'y a pas si longtemps, parmi les gens qui ont le plus fait pour l'évolution du droit, il y a, je sais pas, je peux citer Patrice Spinozzi, qui a plus fait à lui tout seul que des dizaines et des dizaines de magistrats. Pourquoi? Parce que le magistrat est quelqu'un de borné et limité par la loi, et qu'il répond aux questions qu'on lui pose. Mais encore faut-il que quelqu'un vienne lui poser les bonnes questions. Donc c'est ça, fonctionnellement, qui nous réunit et qui nous tire vers le haut chacun. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole. Juste, je fais une toute petite insiste sur l'assistance éducative et les tutelles, parce qu'au barreau de Paris, il y a quand même l'antenne des mineurs sur l'assistance éducative, donc on manque pas de confrères. Et en tutelle, il y a justement une antenne qui s'est montée l'année dernière, pareil, de permanence, de confrères spécialisés sur notamment les tutelles. Donc, je pense que c'est valable sur la remarque que vous faisiez sur le plan national. Je pense, à beaucoup relativisé s'agissant du barreau de Paris, parce que c'est loin d'être le cas. Et je suis très impatiente d'entendre ce que les autres membres autour de cette table diront de l'avocat et comme le client du juge quand il vient demander quelque chose. Moi, je l'envisageais peut-être plus comme un partenaire. Donc, peut-être Hervé Temim. Alors, c'est peut-être parce que l'avocat manie l'indulgence. J'ai cru comprendre que M. Roth voulait dire qu'on était physiquement comme le client, comme nous, quand on va voir notre client, c'était la relation de l'avocat qui vient au tribunal par rapport au bureau du juge. C'est ça que vous vouliez dire, non pas que nous soyons les clients des magistrats. Bon, j'en sais rien. J'ai pas dû être très explicite. Hein. Mais en tous les cas, non, moi ça m'a pas choqué. J'ai pas vu ça comme le fait. Écoutez, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit, sauf un mot sur le nouveau tribunal. Moi-même, on est tellement attachés, vous savez, les avocats de ma génération, c'est une génération dépassée, on a une passion pour ce palais de justice. Et ce nouveau palais, quoi qu'on en pense, moi j'en pensais beaucoup de mal, et j'en pense beaucoup moins de mal, c'est vrai, aujourd'hui, à force de le fréquenter, je m'étais dit que ce serait finalement comme un tournant, et puis non, j'y vais beaucoup, j'y vais sans arrêt, et je dois dire que quand on retourne ici au palais, c'est là qu'on s'aperçoit des qualités du nouveau. Bon, malgré tout surtout qu'aujourd'hui ce palais est dépeuplé, enfin bon, passons. Mais si je vous réponds, c'est parce que il y a deux choses qu'on peut dire. Premièrement, et moi j'ai jamais, on parle des relations avocat-magistrat, moi, même très jeune, même à Versailles, j'ai jamais développé les relations, le contact fréquent, direct avec le juge, quel qu'il soit dans mon métier. C'est pas du tout ma manière de pratiquer. Donc moi, personnellement, ça ne me nuit pas, ça aurait tendance même à me favoriser, parce que par rapport aux confrères qui voyaient beaucoup les juges, je suis aujourd'hui en moins mauvaise position. Mais c'est vrai que la construction du palais, les difficultés, je ne parle que du pénal, moi je connais que ça, les difficultés d'accessibilité caractérisent un peu l'évolution des rapports entre avocats et magistrats, qui n'est pas forcément mauvaise, mais qui est plus distante physiquement. C'est pas facile, croyez-moi, c'est comme un bloco, c'est même beaucoup de vos collègues d'ailleurs s'en plaignent ou le constatent. En revanche, pour les salles d'audience, je suis un petit peu plus sévère que vous. C'est vrai que tout ce que vous avez dit est vrai, mais franchement, je sais pas, je me demande comment, et les avocats qui étaient associés, en tout cas, je sais pas comment, les avocats se sont débrouillés pour ne pas exiger qu'il y ait des salles d'audience avec de la lumière. C'est quelque chose qui trouble absolument tout le monde. On est dans un monument. On a l'impression que on voit des fenêtres partout, il y a de la lumière partout. Les salles d'audience sont des lieux où il n'y a pas de fenêtres. Vous allez dans n'importe quel... alors dans certains palais de justice modernes, je pense notamment en Angleterre ou aux États-Unis, c'est le cas. Je trouve que c'est très dommage. Et par ailleurs, croyez-le, et on en subit les conséquences aujourd'hui, d'autant plus avec la crise sanitaire et la limitation il manque une très très grande salle. Franchement, il manque une très très grande salle. Enfin, c'est mon point de vue, et je pense que, en tout cas, il manque le côté pratique est bien meilleur qu'ici, mais il manque une certaine majesté, je trouve, à certaines salles et dans toutes de la lumière. On pourrait être n'importe où et ailleurs que dans un palais de justice. Alors, par contre, sur les relations, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Attention, il n'est pas du tout question
n'est pas du tout question de considérer que nous devrions être les mêmes. Nous sommes profondément différents. Et je suis même, moi, plus pessimiste que vous, Madame la candidate, ou toi, Camille. Moi, ça m'a beaucoup amusé quand j'ai comme auxiliaire de justice. Moi, j'ai jamais cru cette notion d'auxiliaire de justice. Je n'y ai jamais cru. Ça n'a aucun sens. Que les avocats aient une déontologie très stricte et qu'ils doivent s'y tenir, particulièrement en matière pénale, oui. Ça, oui. Mais les avocats ne sont pas des auxiliaires de justice dans la mesure où ils représentent des intérêts privés. Je vous comprends d'être attaché à votre statut et à votre corporation comme nous le sommes au nôtre. Et partenaire de justice, oui, mais au pénal, quel partenaire? Le vrai sujet, il est là, c'est que nos rapports fonctionnels, ce que tu disais, Elisabeth, évidemment qu'ils sont excellents, parce qu'en plus, la plupart des magistrats avec lesquels on dialogue, on essaie de faire progresser les règles ou le fonctionnement des choses, sont des magistrats qui ont une grande ouverture d'esprit et qui comprennent, comme nous on comprend en sens inverse, l'intérêt qu'il y a au dialogue avec les avocats, qui fait progresser. Mais en revanche, quand on est sur le terrain pénal, pourquoi, à mon avis, il y a une dégradation des relations, si on peut parler de dégradation? Je pense qu'il y en a une légère, même si moi, j'ai pas de mauvaise relation avec les magistrats. D'abord parce que je ne cherche pas la relation personnelle, parce que je respecte leur fonction et que j'entends être respecté dans la mienne. Et j'espère que je le suis relativement, je crois l'être, je m'en plains pas. Mais parce que la fonction de défense, elle est de moins en moins acceptée. Même par les magistrats. Elle est de moins en moins acceptée dans l'opinion, ne nous voilons pas la face, elle est de moins en moins comprise, elle est de moins en moins acceptée par les magistrats. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur la Cour de cassation, et je partage, sans avoir eu à les constater à la même place que vous, les louanges que vous adressez à Patrice Spinozzi. C'est ça à quoi doit servir un avocat. Un avocat, quand on est à la Cour de cassation, doit servir à faire progresser le droit. Un avocat, quand on est en matière pénale, il doit servir à faire progresser la défense et les droits de ceux qu'il défend. Mais évidemment, il y a un problème majeur. Et c'est pour ça que moi, je comprends la difficulté de nos relations. Et il faut que les magistrats, justement, soient élevés, éduqués, si j'ose dire, formés dans cet esprit de confiance. C'est que nous avons des fonctions radicalement différentes. Et dans ce système où le parquet, je suis très attaché, moi, à la séparation des corps, parce qu'il n'y a que ça qui fera évoluer les choses. Parce que, évidemment, ce que je vous disais est vrai, on voit les magistrats du parquet avec une proximité avec les magistrats du siège qui parfois nous inquiète. C'est pas une unanimité des cas, mais parfois nous inquiète. Nous, on est les seuls à pas chercher la vérité. On est les seuls à pas chercher la vérité dans ce système. Donc, il nous faut des qualités personnelles, professionnelle, de loyauté, de déontologie extrême pour être respecté. Et il faut que les magistrats acceptent et même encouragent l'exercice de la fonction de défense. Parce que cette place qui est la nôtre dans le procès n'a de sens que parce que, et vous le savez, bien sûr, c'est pas à vous que je m'adresse, mais j'explique moi comment je ressens les choses. Que parce que nous sommes dans un processus judiciaire où chacun a sa place. Et il faut respecter la place de l'avocat. Parce qu'à la Cour de cassation, c'est plus simple, on ne fait que du droit. Mais quand on est avant la Cour de cassation, il faut que les magistrats acceptent qu'un accusé, qu'un mis en examen, qu'un prévenu puisse être défendu d'une manière complète. Il faut, c'est pas du tout parce que Vincent est là ou parce que je viens d'écrire un bouquin, il faut que les magistrats respectent de manière absolue le secret professionnel, qu'ils ne considèrent pas que c'est un paravent pour l'avocat. Il faut, d'une certaine manière, que, cette acceptation de la fonction se traduise dans des rapports, je le disais, de confiance et de dialogue. Mais pour moi, le dialogue, et vous aviez raison, on a besoin de le dialogue, c'est pas nécessairement exempt de clash, exempt d'incidents, exempt de disputes, exempt de désaccords. C'est même parfois très sain. Il y a des magistrats que je respecte infiniment, avec lesquels je me suis engueulé comme un poisson pourri. Des magistrats dont j'ai fini par comprendre qu'ils avaient raison, certains autres qui ont fini par me donner raison parce qu'ils ont fini par comprendre qu'ils avaient tort. Mais c'est l'acceptabilité de la fonction qui aujourd'hui pose problème. Et moi, je crois que les causes, pour moi, elles viennent de là. Et elles viennent du fait aussi que certaines positions se sont crispées, chez les uns comme chez les autres.
Tu disais, par exemple, Elisabeth, que tu as été choquée par ce jet de robe. Moi, j'ai la chance d'être dans une situation très privilégiée, donc je ne suis peut-être pas légitime à parler, mais j'ai parlé avec beaucoup de confrères, des jeunes, des moins jeunes, à l'époque de cette, et nous y sommes, nous allons y revenir, cette réforme des retraites. Il y a quand même une précarité dans notre profession, des difficultés extrêmes qui ont tendu, d'une manière qu'on peut comprendre, les réactions des avocats. Et vous n'y êtes pour rien, hein, vous deux, mais je dois dire que, et je ne veux pas politiser du tout mon discours, mais je dois dire que les débuts du mandat de notre président, qui vient pourtant de nommer comme garde des Sceaux celui qui est si apprécié de vos collègues, ont fait en sorte que les avocats se sont sentis méprisés. Méprisés. Absolument négligés. Pas pris en compte. Pas pris en considération. Pas consultés. Quantité négligeable. Et avant d'ailleurs la réforme des retraites, sur pratiquement toutes les réformes, y compris en matière pénale, de manière incompréhensible, qui ont été rendues. Donc, il faut qu'effectivement, les choses ne se radicalisent pas. Et notamment, enfin, je déborde peut-être de la question. Et notamment, je crois qu'il faut vraiment il faut apaiser la situation actuelle entre des syndicats de magistrats et notre garde des Sceaux, parce que c'est très mauvais pour tout le monde. C'est très mauvais pour tout le monde. Mais ça t'a choqué. Oui, mais moi, je vais te dire une chose. Je ne l'ai pas fait. J'ai été totalement sincère. Je ne l'ai pas fait. Mais je le comprends. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais pas assez, mais je le comprends. Et je vais vous dire, donc je pense que, en tous les cas, je pense que il faut absolument que ceux qui représentent les magistrats et ceux qui représentent les avocats, dans la conscience profonde d'une grande différence, non seulement de statut, de situation, d'objectifs personnels, mais même aussi de fonctions au sein de la justice. Mais il faut quand même qu'on trouve les solutions. Vous êtes là pour nous aider, hein, les candidats, je crois, pour apaiser les choses et pour restaurer une confiance qui est en train de disparaître. Pardon, là encore, je casse un peu l'ordonnancement, mais je pense que peut-être Vincent peut nous dire un mot sur cette notion que je trouve très intéressante que développe Hervé, d'acceptabilité de la fonction de défense, parce que oui. on est d'accord, je crois, tous sur le fait que chacun doit rester à sa place et que nous sommes différents, mais qu'il faut en effet respecter la place de l'autre et la fonction de l'autre. Tout à fait, merci beaucoup Julie. D'abord un très grand merci, très sincère, à Pascal Gastineau et à Cyril Roth, je n'ose pas dire Monsieur le Président, dans le contexte actuel d'être venu ici, et vous avez mis les deux pieds dans le plat, Monsieur le Président, et j'aime que vous mettiez les deux pieds dans le plat, car c'est une nécessité. Sur la fonction de défense, Hervé vient de publier son remarquable ouvrage « Secret défense », et qui est un plaidoyer en faveur du secret, surtout, mais également un ouvrage authentique sur la violence relative à la justice pénale. La violence est inhérente à la justice pénale. Alors, Hervé, il écrit, mais nous l'entendons depuis des années. Et dans la défense pénale, il y a une défense particulière. Je ne veux pas toujours parler de la même chose, mais il y a la défense des avocats. C'est clair. Je ne dis pas que les avocats sont au-dessus des lois, c'est pas vrai. Les avocats ont une déontologie, ils doivent la respecter. Et ce que je dis est valable avant tout pour moi-même. Mais la défense de l'avocat, c'est la défense de la défense. Et il s'avère que, sur un plan légal, c'est la jurisprudence de la chambre criminelle, eh bien, cette défense de l'avocat incombe au bâtonnier, ou à ses délégués. Précisément en matière de perquisition. Nous ne l'avons pas en matière d'écoute. Le bâtonnier qui reçoit une écoute téléphonique ne peut rien en faire, sinon encourir une responsabilité pénale, s'il révèle l'existence de l'écoute. On a déjà vu ça. En perquisition, c'est différent. Le bâtonnier a un pouvoir régalien, c'est extraordinaire. Je considère qu'il est l'égal du ministère public. Il a le privilège de l'opportunité. L'opportunité, c'est un pouvoir absolument extraordinaire. Le privilège de l'opportunité de contester. Contester quoi? Une saisie dans un cabinet. Et le cabinet avocat qui est défini il y a plusieurs années comme étant un asile sacré, ce qu'il n'est absolument plus aujourd'hui. Mais si nous contestons, parce que nous estimons
que la saisie est irrégulière. Irrégulière, donc le contraire de la régularité. C'est parce que nous souhaitons inviter le magistrat qui est présent à saisir qui? Un autre magistrat, le juge des libertés et de la détention. Pour qu'enfin se tienne une audience contradictoire, entre guillemets, sur la nécessité de version en procédure ou non, et les pièces qui sont saisies ou les objets qui sont saisis couverts ou non par le secret. Bref, au final, c'est un juge du siège souverain qui va décider. Donc, notre contestation n'est pas synonyme d'une volonté de nous bagarrer comme des chiffonniers. C'est pas une bataille de chiffonniers, la contestation. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'aller devant le juge pour que le juge décide au vu de quoi? D'un dossier d'enquête, d'un dossier d'instruction, auquel le JLD a accès, auquel le juge d'instruction ou le parquetier qui perquisitionne a accès, mais auquel le bâtonnier ou son délégué n'a pas accès. Et nous y aurons accès par l'énoncé des arguments lors de cette audience. Et le JLD rendra une décision qui n'est pas susceptible de recours et qui passera en force de chose jugée. Sur quoi? Sur le secret. Donc sur le secret, donc sur quoi? Sur l'absence d'indices, de la participation de l'avocat à la commission d'une infraction, puisque les pièces couvertes par le secret sont jugées par le JLD comme étant couvertes par le secret. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le protecteur du secret, c'est plus seulement le bâtonnier, c'est le juge. Et c'est le sens de nos contestations. On parle de l'œuvre de justice. Avocats et magistrats dans ce domaine très particulier, mais qui nous pourrit la vie parfois, eh bien, avocats et magistrats servent la justice, une œuvre de justice, concourt à une œuvre de justice. Cela dit, les avocats, comme le dit mon ami Georges Teboul dans une belle doctrine publiée par Dalloz Actualités, les avocats ne servent pas les juges. Que les choses soient claires. Lorsqu'un juge d'instruction plaide lors d'une audience du JLD sur des pièces, à la suite d'une perquisition difficile, qu'il est fatigué, que l'audience est difficile, ce sont des audiences à huis clos, que personne ne doit connaître. Je comprends, j'ai de la compassion pour lui. J'ai de la compassion parce que perquisitionner un cabinet d'avocats, eh bien, certains magistrats instructeurs ou certains parquetiers ne le font pas de gaieté de cœur. Je le sais, ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Sibéry-Roth, vous parliez d'une nécessité d'aller au clash. Mais le clash, parfois, il est inhérent à la défense. Est-ce que je peux encore défendre aujourd'hui, fût-ce de manière brutale? Certains opposent la brutalité à la fermeté, mais il y a des audiences qui partent en sucette, où les arguments développés de part et d'autre sont brutaux par le délégué du bâtonnier, par le juge. Vous avez des avocats qui pleurent. C'est un drame, et c'est comme ça, c'est pas tous les jours. Il y a des audiences qui se passent très bien, des perquisitions qui se passent très bien. Et oui, et c'est souvent la règle d'ailleurs. Donc ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, si l'on veut sincèrement, et j'en termine, reconstruire, ou tout simplement reconstruire, on a l'impression que nous assistons à un chaos, que la relation avocat-magistrat est morte et enterrée. Si l'on veut mettre en place une relation durable, je crois qu'il faut, de part et d'autre, faire des efforts, prendre sur soi. On n'a pas à juger l'avocat pour sa plaidoirie. On n'a pas à juger le juge pour son jugement. Et on n'a pas à juger le procureur de la République pour son réquisitoire. Chacun est dans son rôle. Voilà, avec une liberté d'expression totale qui est revendiquée par pas mal de parquetiers d'ailleurs. Et à l'audience, pour la défense, eh bien, ce qui participe de l'audience n'a pas à être jugé. Je le dis très sincèrement. Donc il faut faire un effort. Moi, je suis prêt à cet effort. Je suis très touché par votre présence ce soir. Mais en revanche, que les choses soient claires. Si des batailles sont livrées entre avocats et magistrats de terrain, avocats de terrain, magistrats de terrain, je dis que là, c'est une chose. Mais je m'adresse au président de juridiction, au chef de juridiction. Moi, je ne me départirai jamais de ma détermination pour la défense de mes confrères. Jamais. Parce que notre détermination à défendre nos confrères, c'est notre ADN, dans le respect de nos principes, mais tout simplement, et surtout, quelle que soit l'amplitude de la faute alléguée. Nous vivons dans un système de présomption d'innocence qui disparaît, de lever une présomption de culpabilité. La liberté d'expression disparaît, l'immunité judiciaire n'a plus de sens,
Et on assiste tout simplement à des règlements de compte de la part de certaines personnes qui sont déjà investies de pouvoir régalien de poursuivre. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est inadmissible. Et je lance un message de réconciliation, que nous fassions l'effort et les uns et les autres de nous parler pour mieux travailler. Mais je lance un message aussi d'extrême fermeté et d'extrême détermination face à ce que j'estime être des conflits d'intérêts qui n'ont pas leur place dans le monde judiciaire. Merci beaucoup. Donc ça, c'est une bonne conclusion ou transition, comme on veut, sur l'acceptabilité de la fonction les uns à l'égard des autres. Identifier donc cette question de l'acceptabilité des fonctions par Hervé Temim comme étant potentiellement l'une des sources des tensions et des difficultés qu'il a pu identifier. Monsieur Gastineau. Oui. C'est Maître à vous, Potier. je crois, d'intervenir. Alors, me faire l'avocat des magistrats maintenant. Parce que déjà, je voudrais dire une chose. Quand moi j'y vais pas dire passer de l'autre côté, quand j'ai lancé ma procédure d'intégration directe, je l'ai lancée parce que j'ai rencontré des magistrats, notamment des juges d'instruction, qui m'ont paru extrêmement courageux, et des conseillers de cour d'appel qui m'ont paru extrêmement courageux, alors que leur situation, leur vie, était par ailleurs, je connaissais rien de leur vie, mais j'avais l'impression qu'ils étaient tout entiers dévoués à leur fonction, et que même quand j'allais les voir en leur disant j'ai tenté l'intégration, ils me disaient non, vous savez, parce que en rémunération, hein, ça va pas aller. On va vous donner combien à 900 € de bourse pour les 3 ans de l'intégration directe? Ah oui, vous allez faire. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais sachez que la vie du magistrat, confronté à un contentieux de plus en plus de masse, confronté à un budget, même si effectivement, moi je trouve qu'on a un beau palais qui est un des plus beaux palais d'Europe, il a peut-être des défauts, mais par ailleurs, il nous manque des ordinateurs portables pour des greffiers qui puissent travailler chez eux, il nous manque plein de choses, et la vie quotidienne du magistrat n'est pas facile. Vous avez dit, les avocats ou les magistrats, les avocats ont été, c'est vous, Maître Temim, qui avez dit peut-être un peu laissés pour compte ou un peu critiqués, mais laissés pour compte, oui. Mais alors les magistrats, un autre président qui les avait assimilés à un tout petit légume. Faut pas dire que ça lui réussit. Donc, je ne commenterai pas, mais c'est quand même qu'il n'y ait en France que 8000 magistrats, qui est, je crois, le même chiffre qu'en 1840, me paraît absurde. Que notre budget de la justice soit 40% inférieur à celui de l'Allemagne me paraît absurde. Et donc, ça nous aide pas, parce que quelqu'un de la table ronde nous a dit si on avait plus de moyens, on vivrait mieux et on s'entendrait mieux. Je pense que ça finit par accroître ou rendre plus aigus les difficultés. Une solution. Alors, sur les perquisitions, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais je peux vous dire, et je voudrais rappeler, qu'aucun de mes collègues ne décide de faire une perquisition pour se faire plaisir. Que le seul but d'une perquisition, c'est la manifestation des vérités. C'est vrai que nous avons le pouvoir de le faire, et que c'est vrai, on en est différent, parce que un avocat défend sa thèse, ou défend une thèse, celle de son client, et un magistrat va effectivement être borné à la loi et défendre la loi. Mais aucun de mes collègues en France, je parle de l'Association française des magistrats instructeurs, n'a envie de faire de perquisition parce que ça lui fait plaisir. Et on est tous, d'ailleurs, juste avant une perquisition, je pense que on est tous raisonnablement inquiets, parce qu'effectivement, on va se trouver face à une situation qui peut être conflictuelle. Mais c'est aussi malheureusement vrai qu'on arrive à trouver des choses qu'on n'aurait pas trouvées autrement. Donc, pour l'instant, la loi prévoit qu'on puisse le faire, donc, et qu'un juge des libertés puisse, c'est un des rares cas d'ailleurs où finalement le juge d'instruction va plaider devant un autre juge. Ça m'a fait drôle. Je dis, ça me rappelle un souvenir. Voilà. Alors, je vais pas être trop long. Je voudrais juste dire que une des pistes les plus sérieuses, je pense, pour faciliter encore les relations, c'est vraiment encore encourager les passerelles.
d'avocat vers magistrat et de magistrat vers avocat. Alors, il y a eu récemment, c'est plus finalement quand on a, là encore, je vais parler que de la presse, mais j'ai vu des articles citant ou commentant de passage de magistrats vers des cabinets d'avocats, mais je trouvais que on allait vite en besogne dans le commentaire un peu rapide, et je trouve que il y a d'autres pays où, moi j'avais fait une formation au Luxembourg pour le droit financier, parce qu'il n'y a pas de NM à Luxembourg, donc on envoie des magistrats français. Et je vois dans la salle 30 jeunes magistrats. Et je dis, mais vous venez d'où? Ah ben on est tous des anciens avocats. Donc comme ça, moi c'est... Voilà. Donc je vais pas être plus long, mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Justement, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, Monsieur Gastineau. Effectivement, moi, vous voyez, quand je suis arrivée dans la magistrature, je dois dire, je l'ai dit beaucoup à mes collègues, j'ai été extrêmement admirative. Parce que le travail du magistrat, il est incroyablement difficile. Il est incroyablement difficile parce qu'il n'y a pas de moyens. Ça, c'est une évidence. Ils ne sont pas beaucoup payés, notamment en juridiction. Moi, ça va mieux parce que je suis un peu en centrale. Il y a énormément de dossiers. Les délais sont de plus en plus longs pour rendre leurs décisions. Il y a l'obligation de mobilité géographique. Ça m'a beaucoup frappé aussi, ce qui est pas facile à assumer. Et puis, il y a une autre dimension, parce que je ne sais plus qui a dit ça. Je crois que ce n'est pas le président Louvel. Qu'il y a des souffrances des deux côtés. Et je crois que cette réunion de ce soir aussi peut-être peut montrer les souffrances des uns et des autres. Et la souffrance des magistrats, elle existe aussi. Elle existe aussi du fait aussi que, au fond, toutes ces conditions dégradées de travail, pas assez de magistrats, ont fait que la société n'a plus confiance dans sa justice. Et ça, pour un magistrat, c'est très dur. C'est très dur de se dire que peut-être que ces décisions, elles sont remises en cause. Bon, c'est tout à fait normal, mais ce qui est difficile, c'est de penser que c'est parce qu'il n'y a plus cette confiance qu'on critique du point de vue du droit, bien sûr, ça au contraire, ça c'est sûr, ça pose pas de problème. Mais de remettre systématiquement en cause les décisions des magistrats, je pense que c'est très très dur pour eux. Puis je dois dire que les médias sont très très néfastes de ce point de vue-là, parce que combien maintenant aujourd'hui, regardez le nombre de décisions de justice qui font l'objet de discussions, mais alors lapidaires, vraiment le juge fait n'importe quoi, c'est inadmissible, alors que dès qu'on gratte un peu, on s'aperçoit que le magistrat il a appliqué le droit et qu'il a des règles de procédure qu'il respecte et que voilà, il ne pouvait pas rendre une autre décision là-dessus. Mais ça c'est le regard de la société, et ça c'est extrêmement anxiogène. Et je pense que donc ça crée une souffrance chez beaucoup de magistrats, ce qui peut peut-être expliquer, parce que je vais me faire un petit peu l'avocat maintenant des magistrats, que quelquefois il y a un petit peu des raideurs, des envies de dire non, ça suffit, quoi. C'est trop compliqué, déjà des contentieux difficiles, et peut-être que quelquefois ils peuvent être irrités, etc. Ça, je peux le comprendre. Et ça, je pense que vraiment, c'est une des causes de cette tension qu'il y a entre les avocats et les magistrats. Et je voudrais dire aussi que eux, de leur côté, les avocats, je vois bien, je le sens comme ça, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ils se sentent un petit peu laissés pour compte en ce moment. Je l'ai vu à des petites choses. Par exemple, justement, il faut rattraper le retard. Tu as parlé de confinement. Donc, je crois qu'il y a une demande, je ne sais pas trop, je ne suis pas en mais enfin, une demande d'essayer que les avocats soient pas trop longs, ils ne plaident pas trop, ou si possible, même ils déposent le dossier. Et ça, c'est dur pour un avocat. J'ai été avocate, c'est sûr, il se sent un peu dépossédé aussi. Donc, il a l'impression qu'on veut un petit peu se débarrasser de lui, qui gêne un peu, que sa parole, ça gêne un peu. Voilà. Donc, j'ai vu ces deux points-là qui m'ont paru vraiment, vraiment importants. Et puis, plus généralement, je crois qu'on est actuellement dans une période qui est très difficile. Tu l'as rappelé, Julie, et qui ne facilite pas forcément ces relations. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir. Et je pense que d'abord, on va sortir de tout ça.
Et puis, il faut qu'on apprenne, et là ça a été dit tout le temps, mais il faut vraiment apprendre à mieux se connaître. On n'aime que ce qu'on connaît, au fond. Et si on ne se connaît pas, et si on ne se dialogue pas, si on n'essaie pas d'aller l'un vers l'autre, eh bien, malheureusement, on n'y arrivera pas. Mais il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Mais pour ça, il faut évidemment des relations apaisées, il faut un contexte certainement plus favorable, mais je crois qu'il faut vraiment travailler sur ce point. Et je dois dire que en remède, finalement j'aborde la troisième question, après je me tairai, en remède, je pense quand même que la formation, sans qu'elle soit, on fait des métiers totalement différents, mais la formation, on peut avoir un socle commun. On pourrait avoir une formation de quelques mois, tous ensemble, avocats, magistrats. Moi, je trouve que c'est une solution qui est pas absurde. Et ensuite, après, chacun, bien sûr, dans les mois qui suivent, ils vont chacun dans sa spécialité, mais on a plein de choses à partager. Et ça, je crois que ce serait quand même une bonne idée. Aussi, plus de formation continue. Cela étant, je note que quand même, c'est vrai qu'Olivier Laurent a été vraiment un président formidable de l'ANM. Vraiment, je l'ai trouvé formidable. Et il est très à l'écoute, hein, bien sûr, et puis une grande estime pour la profession d'avocat, etc. Ce qui fait qu'il a quand même beaucoup développé des formations continues qui sont ouvertes aux avocats. Et je crois que c'est vraiment important parce que ça va être dans ce cadre-là qu'ensemble, on pourra mieux se connaître et mieux, donc, du coup, travailler ensemble. Moi, j'aime bien l'idée de travailler en partenariat. C'est pas trop apprécié, mais je pense qu'on est des partenaires, c'est vrai, parce que c'est vrai que le mot auxiliaire, je le trouve un peu, ça fait un peu, on est un peu la dernière roue du carrosse, voilà. Alors je pense que c'est pas comme ça. Ou sinon, juste, je voudrais juste, Hervé, te dire une chose, c'est que j'ai pas été choquée comme ça, oui. J'ai été peinée. Oui, je comprends. J'ai été peinée, j'ai eu mal à ma justice, comme je disais, je sais plus qui, j'ai eu mal. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que je me suis dit, là, il y a une fracture que, en tout cas, moi, je n'avais jamais connue et que je n'avais pas pressentie aussi violente. Voilà, c'est ce que je voulais terminer là-dessus. Juste un mot avant d'enchaîner sur la troisième et dernière question. Il est vrai qu'on a des logiques aussi différentes selon qu'on pratique la justice civile ou la justice pénale. Il est vrai que moi, je suis dans un monde presque un peu ouaté, qui est celui de la justice civile, où l'antagonisme est moins ontologique, si l'on peut dire. Il est certain que, en matière de défense pénale, les rôles sont, encore une fois, peut-être presque ontologiquement un peu antagonistes. Bon. Oui. Le civil, c'est l'avocat qui est l'adversaire. Moi, quand je fais du civil, je vous coupe. Quand je fais du civil, je suis très souvent estomaqué par l'absence de déontologie des avocats, par la façon d'agir des avocats. Je ne saurais pas dire ça devant des magistrats, mais c'est complètement différent. Nous, on est dans un système accusatoire. C'est un débat trop long, mais le rôle de l'avocat en matière pénale et en matière civile est totalement différent. C'est le sens de mon propos. Non, mais, et c'est de dire aussi... Et si les avocats au pénal se comportaient comme beaucoup de civilistes se comportent, alors là, je peux vous dire que la relation sera encore pire. Alors, moi, les pénalistes ont commencé à être aimés des juges au pénal quand les avocats d'affaires ont commencé à faire du pénal. Ils ont vu ce qu'étaient les pénalistes par rapport aux autres. Hein. Alors, en l'occurrence, effectivement, en matière de justice civile, c'est pas tout à fait notre ressenti. On a, au contraire, le sentiment que les enjeux ne sont pas les mêmes. Et qu'il est donc peut-être plus facile d'apprendre à se comprendre et d'apprendre à se parler et d'être dans ce respect mutuel quand on pratique la justice civile que quand on pratique la justice pénale, où effectivement, voilà, tu le disais toi-même, moi je ne veux pas de relation avec les magistrats parce que chacun est effectivement dans son rôle. Je pense que quand on pratique la justice civile, c'est plus facile quand même d'être dans ce dialogue-là et notamment d'échanger des bonnes pratiques. On y viendra sûrement tout à l'heure, mais enfin, on se parle de temps en temps avec Cyril Roth parce que il se trouve qu'on exerce la même matière. Je pense que sans être dans une quelconque connivence, on peut échanger sur des bonnes pratiques. On devait se parler de médiation. Alors c'est vrai qu'en matière d'exécution, la médiation c'est un peu compliqué, mais en tout cas, je pense qu'on peut faire avancer des choses et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Elisabeth, des expériences que tu as pu avoir aussi bien à la chancellerie que dans les juridictions, etc., où on peut faire avancer des choses ensemble sur l'ado victime, mais parce que c'est vrai aussi que les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes et que, encore une fois, l'opposition est peut-être moins structurelle, si l'on peut dire.
Camille, veux-tu peut-être la troisième question? Alors, la troisième question, moi j'ai noté donc, en entendant les uns et les autres qu'il faut savoir se comprendre, accepter, pourquoi pas cultiver, mais en tout cas accepter nos différences, entendre les souffrances de part et d'autre. Ça veut dire aussi trouver un espace pour dialoguer, un espace pour cette rencontre qui ne mette pas en péril la nécessité d'impartialité objective qu'on évoquait tout à l'heure. Mais comment faire? Et donc ma troisième question, c'est quels remèdes et solutions on peut envisager? Vous avez déjà commencé, Elisabeth Moiron-Braud, et merci pour cette belle transition. Donc comment peut-on faire pour faire évoluer ces relations, retrouver une forme d'apaisement et oui, les faire évoluer, pourquoi pas, vers autre chose? Et quelle serait cette autre chose? Merci, Maître Couturier, d'avoir un peu parlé de la justice civile. Alors évidemment, parler des trains qui arrivent à l'heure, ça n'amuse personne, mais il faut quand même en dire un petit mot. Moi, je n'ai qu'un regret. Tous les courriels que j'adresse à l'intérieur comme à l'extérieur du tribunal comportent un cartouche dans lequel il y a mon numéro de téléphone mobile. Il est fait pour être utilisé. Bon, il est utilisé parfois par des avocats, et tout ce que je regrette, c'est qu'on ne m'appelle pas assez. Au contraire, j'ai très envie de discuter de mes dossiers avec les avocats qui en ont connu, après, évidemment. Bon. Donc je ne demande que ça. Mais j'ajoute que de ce point de vue-là, je suis pas certain de voir, enfin en tout cas dans ma pratique, une immense différence entre la façon dont j'ai appréhendé le contact avec les avocats dans les fonctions pénales que j'ai pu exercer, peut-être parce que j'avais commencé par être civiliste, mais je me souviens d'un épisode où j'ai été brièvement juge d'instruction. Je me souviens avoir, à la suite d'une discussion avec un avocat, je ne sais plus je sais plus qui défendait exactement, s'il était en partie civile ou s'il défendait le mise en examen, qui avait discuté avec moi de l'opportunité de tel ou tel acte d'instruction supplémentaire. Et puis j'avais été assez convaincu et j'avais ordonné, je ne sais plus ce que c'était, une expertise supplémentaire ou que sais-je. Bon. L'autre, à la suite d'une discussion que j'avais eue avec lui dans mon cabinet. L'autre avocat, enfin, s'était venu me voir, il me dit « Comment, mais vous avez repris les idées de mon confrère, vous avez décidé comme ça, sans qu'il y ait de demande d'acte particulière ?» Je lui ai dit « Écoutez, ma porte est ouverte, si vous voulez discuter avec moi de la même façon, c'est pareil, et je ne vous dirai pas dans mon esprit ce qui a déterminé le choix des mots dans l'acte que j'ai ordonné. Vous ne saurez pas quelle est la part de mon initiative personnelle et de la suggestion qui m'a été faite par votre confrère. Si vous le discutez avec moi, discutons et on discutera exactement de la même façon. Donc je suis pas très sûr qu'il faille faire exactement cette dichotomie. Je voudrais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit sur les relations entre le siège et les coupables, entre le siège et le parquet. Mais on ne les connaît pas, on imagine toujours le pire. Oui, c'est vrai que l'architecture de notre système judiciaire, de l'architecture du corps judiciaire, a volontairement été créée comme ça, en gros par Napoléon, qui voulait, soyons clairs, qui trouvait là le moyen assez commode d'asseoir sur les juges une forme de contrôle. Bon, historiquement, voilà d'où ça vient. Il est évidemment beaucoup plus difficile à un juge de refuser quelque chose à un parquetier avec lequel il a beaucoup partagé au plan personnel, parce qu'il a été sur les bancs de la même école, qu'il a peut-être exercé les mêmes fonctions dans la même juridiction, etc., qu'à un avocat avec qui il n'a pas partagé ces choses. C'est une difficulté structurelle à laquelle on peut réfléchir, je dirais presque à laquelle il faudrait s'attaquer. C'est un sujet complexe qu'on ne pourra pas résoudre simplement, mais
il faut partir d'un constat qui est que, d'un double constat. Premièrement, ce système n'existe pas tellement ailleurs. Bon, ça c'est un premier constat objectif. Et deuxièmement, le magistrat du parquet n'est pas soumis aux mêmes exigences d'impartialité que le juge. La notion d'impartialité n'a de sens qu'appliquer à un juge. Voilà. À partir de là, on peut y réfléchir. Je dis, il faut pas non plus trop fantasmer. Alors l'avenir. Je crois beaucoup aussi à la formation continue. Je pense que la question de la formation initiale est un sujet délicat, spécialement en ce moment. La formation continue, commune, est une nécessité, non pas parce qu'il faut être gentil avec tout le monde et s'entendre bien, mais au contraire, parce qu'on a besoin de partager une culture technique commune pour que le niveau général puisse s'élever. Et là où je suis, en petit désaccord avec le candidat de gauche qui est ici, c'est que j'essaie de rendre de beaux jugements. Et je rends de beaux jugements, je ne peux le faire que si j'ai à réfléchir à une belle argumentation. Et donc ça, c'est indispensable. Lorsque, dans les années passées, j'ai développé une petite spécialité dans le domaine civil, qui est le droit international privé de la famille, au bout d'un moment, je vais arrêter de faire des formations pour mes collègues seulement, et je ne me suis plus déplacé que pour faire des formations communes, magistrats, avocats. Car finalement, c'est aux avocats que je voulais m'adresser. Les magistrats sont peu nombreux. Bon, c'est très facile de leur expliquer une technique. Les avocats, c'est beaucoup plus utile de leur expliquer cette technique, parce que c'est par eux que l'argumentation viendra, c'est par eux que le stimulus viendra, pour que le juge puisse répondre aux bonnes questions. Et donc cette formation, elle est indispensable, et pour moi, je dirais qu'avant, elle est commune parce qu'elle commence par les avocats, pour moi. Rapidement, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, je suis d'accord. Au pénal, je vous parle là de l'expérience des pénalistes. Je me permets de dire les pénalistes parce que j'ai créé, puis je me suis occupé de la question des pénalistes. On n'est pas toujours d'accord entre nous, mais on considère quand même que le problème principal auquel on est confronté, sans fantasmer, parce qu'on sourit, mais c'est celui de cette proximité entre les magistrats du parquet et les magistrats du siège. C'est d'ailleurs une réforme, je sais bien qu'elle n'a pas l'adhésion de beaucoup de magistrats, mais une réforme, cette séparation des corps, une des rares réformes sur laquelle tous les pénalistes sont assez d'accord. En tout cas, je trouve ça très intéressant que vous acceptiez l'idée qu'il faudrait en discuter, que c'est un problème, en tout cas, et c'est vrai que ça n'existe, en tout cas, quasiment plus ailleurs. Je note que notre architecte n'a pas fait mieux que Napoléon Bonaparte. Je ne les compare pas tous les deux, mais les magistrats du siège et du parquet, ils arrivent toujours du même endroit. Mais bon, c'est pour sourire. Ils ne logent pas au même étage. Ils ne logent pas au même étage. C'est vrai, ils n'ont jamais logé au même étage, et je ne sais pas si c'est encore le cas, le parquet a toujours été au-dessus. Ce qu'on constate aussi, vous permettrez un brin d'autodérision, c'est que quand même les magistrats du parquet ont plus de succès que nous à l'égard des magistrats du siège. Ils ont quand même un coefficient de réussite en tout cas à l'instruction, pardon, M. Gastineau, qui n'est pas comparable au nôtre. Mais bon, ça c'est pour sourire, ça n'a aucune importance. Non, ce que je voulais vous dire, je voulais quand même vous dire quelque chose à vous deux, qui n'est pas du tout, qui ne relève absolument pas de la flagornerie. C'est que il peut y avoir D'abord, je crois que le respect qu'on doit aux magistrats, il implique, et à leur fonction, il implique justement de tout leur dire. Quand je dis tout leur dire, il implique de faire état de nos désaccords, il implique d'afficher nos argumentations.
Et il implique de ne pas être des bénis oui-oui qui baissent la tête devant le juge pour ensuite le maudire dès que l'audience est terminée. Mais moi, je suis dans nos différences, Monsieur Roth. Il y en a une qui est majeure, et vous l'avez dit, Monsieur Gastineau, c'est que vous servez l'intérêt général. Et vous le faites avec beaucoup de dévouement. Et je suis frappé que les magistrats, qui sont face à un problème endémique de moyens, et qui, évidemment, se battent légitimement pour essayer d'en avoir davantage, n'ont jamais de contestation corporatiste sur leur rémunération. Jamais. Jamais. Et ne parlons pas des greffiers, dont le sort est vraiment très dur. Moi, ce que je pense, je ne veux pas faire de généralité, je crois qu'effectivement votre information est bonne. Je constate une chose. Je ne vous parle pas de la tenue des audiences, je ne vous parle pas du déroulement des audiences, je ne vous parle pas des délibérés. Il est normal que des parties, donc des avocats, puissent être particulièrement meurtris après certaines décisions, etc. Mais je trouve que dans l'ensemble, je ne parle là que de Paris, dans l'ensemble, la manière dont fonctionnellement les audiences se tiennent, elle est très bonne. Je la trouve très bonne. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'il y a une culture qui est celle du respect réciproque. Les avocats, il n'y a pas, enfin je crois, il n'y a pas d'avocat de couloir. On ne va pas voir le magistrat qui va présider l'audience avant une audience, et c'est bien, on n'a pas à le faire. Et je pense que la plupart des magistrats du parquet ne le font pas d'ailleurs non plus. Je suis pas non. Bon, quand les procès ont une certaine envergure, je parle dans le temps, on les prépare de manière, je dois le dire, tout à fait respectueuse des droits de toutes les parties. Il y a une forme de tenue. On a affaire à des... Et Dieu sait qu'en ce moment, moi, dans les affaires dont je m'occupe, les enjeux sont lourds, les décisions parfois très négatives. Il y a une forme de respect des fonctions réciproques. Et ça, je crois qu'il faut le créer partout, l'instaurer partout. En matière civile, je pense que c'est plus facile. Non pas du tout que je veuille faire une opposition, mais c'est plus facile pour la raison que tu disais. Et où c'est vrai que très souvent, le juge civil, il n'a rien à voir avec le juge pénal. Il est une forme d'arbitre qui décide, bien sûr, mais il a, comme vous le disiez, il a à choisir entre deux argumentations. Il faut qu'au pénal, cette espèce d'acceptation vraiment respectueuse des fonctions de l'autre, elle soit érigée en dogme. Et que chaque magistrat soit conscient. Je cherchais une formule, Monsieur Laurent, une formule magnifique dans son dernier discours à l'ENM, où justement, il disait à quel point cette dégradation des relations entre avocats et magistrats, le fait que beaucoup de magistrats ne soient pas assez à l'écoute des avocats, pouvait être le problème majeur du fonctionnement de la justice. Et je termine en disant, je me rappelais plus, mais quand vous avez parlé, effectivement, c'était très intéressant. Pour un avocat, c'est intéressant quand même. Quand vous dites Maître Spinozzi, il a fait plus que il faut former les avocats, parce que c'est les avocats qui font les argumentations. Je me rappelle que le bâtonnier d'Amiens, il n'était pas mon bâtonnier, je suis trop jeune pour ça, je plaisante, mais quand je suis arrivé, mais il faisait souvent, il nous disait, dites-vous, à tous les avocats, dites-vous que vous participez et il ne parlait pas qu'aux pénalistes, à la qualité de toutes les décisions qui sont rendues par les magistrats. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je termine par un aveu qui n'a rien à voir. Moi, je pense que vraiment, là, il faut vraiment un coup de fouet. Et si ça peut venir des avocats, un coup de fouet pour restaurer des relations. Regardez, quand on est là, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas se parler en ayant des fonctions complètement différentes. Se parler intelligemment, je veux dire. Bon, il faut un coup de fouet. Mais quand je perds un procès, et croyez-moi, ça m'arrive plus souvent qu'à mon tour, c'est pas le magistrat que je maudis en premier, c'est moi. Donc il faut être conscient aussi du fait que nous, les avocats, on a à apporter beaucoup à l'œuvre de justice. Je vais prendre un mot que j'utilise jamais. Mais il faut un coup de fouet dans la restauration des rapports avocats-magistrats et dans la restauration de l'acceptabilité de notre fonction. Alors, Monsieur Gastineau, ce coup de fouet pour restaurer nos relations, est-ce que vous avez des préconisations, des idées?
Alors, sur les coups de fouet, on va éviter, mais en revanche, je vais rebondir sur cette idée de la qualité du travail de l'avocat, qui est, et ça je l'ai constaté moi-même, très apprécié par que ce soit le juge à l'audience civile, pénale ou le juge d'instruction. Je peux vous assurer, et moi il m'arrive maintenant de le dire à l'audience, enfin de le dire de façon délicate bien évidemment, mais enfin autant que faire se peut, mais que une belle plaidoirie bien construite, une plaidoirie réfléchie, une plaidoirie intelligente, ou un avocat qui participe à l'instruction, que ce soit en défense du mis en examen ou en représentation de la partie civile, de façon efficace. Et je me dis, mais quel luxe nous avons alors. C'est ça qui me désole parfois, de voir que l'instruction peut générer parfois des difficultés, mais quel luxe nous avons de cette justice contradictoire, dans lequel il y a un débat facile. On a l'avocat, on a le mis en cause, la partie civile, on fait des confrontations. Alors je me dis, tiens, il faudrait peut-être qu'on évolue un peu, ça fait 30 ans qu'on interroge les gens de la même façon, ça fait 30 ans qu'on fait des confrontations de la même façon, mais on a les moyens d'une belle justice, les moyens d'un débat qui serve tous. Je me suis fait la réflexion avant de venir, j'ai en ce moment à mon cabinet une assistante spécialisée et un stagiaire conventionné. Il y en a une qui veut devenir avocate, donc elle prépare son oral, très bien, et l'autre qui veut qui veut passer le concours de l'ENM. Mais ils ont exactement tous les deux la même formation et le même âge. Et je me suis dit, mais... Et là, quelqu'un me parle d'antagonisme, de relations difficiles, alors que j'ai deux personnes qui ont tous les deux fait les mêmes choses, qui vont exactement avoir les mêmes envies de justice, de vérité. Et je me suis posé la question de savoir comment ça pouvait à un moment diverger. Alors je me suis dit, quels sont les... Et c'est un point que je voudrais souligner, quels sont les éléments perturbateurs, les parasites du débat. Alors, je me dis, tiens, pour l'avocat, c'est les vieux souvenirs, des clients. Parfois, c'est pas facile. Il faut le reconnaître. Et ça, je le dis à mes collègues. Il y a des clients, on dit parfois que c'est le pire ennemi de l'avocat, mais il y a des clients qui rendent la plaidoirie différente de ce qu'elle aurait dû être, parce qu'on a quand même besoin de son client. Et donc, on est dans une relation qui va être polluée. Et l'avocat n'aura pas exactement le même discours et la même, peut-être, clarté. Alors, il y a la presse. Moi, j'aime bien la presse. Ça, sans aucun doute, je trouve que la presse fait un travail formidable, la presse judiciaire. Mais quand je vois parfois des noms de magistrats instructeurs, des affaires qu'on présente dans la presse avec des jugements, vous l'avez dit vous-même, lapidaires, je dis, alors là, ça ne contribue pas non plus à la sérénité du débat. Donc là aussi, travaillons sur les règles qui pourraient s'appliquer ou sur cette déontologie. Alors vous allez me dire, mais finalement... il n'y a pas de solution, mais déjà d'identifier les difficultés et de dire, tiens, ou de comprendre pour certains que, encore une fois, telle action a pu être déterminée parce qu'à un moment, le client a demandé qu'on le fasse, alors que c'était contre-productif, eh bien, ça mérite d'être éclairci. Et encore une fois, je reviens toujours à cette même idée, que c'est les passerelles, les échanges, les formations communes, sans aucun doute. Alors, je me disais, tiens, on pourrait organiser on débat rarement des problèmes de droit, de procédure pénale. Moi, en général, quand il y a une nouveauté de procédure pénale, c'est parce qu'il y a un avocat qui vient me dire, monsieur, je suis juge, je vous ai envoyé par courtoisie de mémoire la requête en nullité, je l'ai déposée devant la chambre de l'instruction. Alors, vous savez, l'article 123.5, en fait, il ne fallait pas l'analyser comme ça. Et d'ailleurs, certains bons auteurs, et je dis, c'est un peu dommage que finalement... c'est très bien pour lui et son client, mais c'est un peu dommage qu'on n'en ait pas peut-être parlé avant, qu'on n'ait pas fait évoluer ensemble la doctrine pénale. Voilà, donc ça aussi, il faudra y réfléchir, encore accroître et développer les actions communes dans ce domaine de la formation. Mais encore une fois, moi, je ne veux pas être trop long, et donc je vous cède la parole, Madame la modératrice. Mais c'est parfait, Madame Elisabeth Moiron-Braud. Peut-être pour clôturer cette séquence sur les remèdes. Oui, alors j'ai déjà un petit peu, j'en ai déjà parlé, notamment à travers la formation. Je pense aussi que en tout cas, je partage ce qui a été dit, effectivement. Je crois qu'on est tous à peu près d'accord sur ce point-là, de mieux se connaître, de mieux dialoguer, de s'aimer d'une certaine façon. Et voilà, au lieu de sans arrêt essayer de voir
le mauvais côté des choses. Je voudrais dire aussi que il y a quand même des bonnes pratiques sur le territoire. Il y a des juridictions, ça se passe bien. Vraiment, il y a des très très bonnes relations. Et souvent, c'est parce qu'il y a une espèce d'organisation entre la juridiction, les avocats, au moyen de conventions, quelquefois, qui sont formalisées. Et ça, je trouve ça très très bien. Pour dire, ben voilà, on va se réunir régulièrement pour voir ensemble les problèmes de la juridiction. Alors, c'est peut-être plus facile dans une petite juridiction, c'est peut-être plus compliqué dans une grosse, mais malgré tout, je crois que ça, ce serait déjà un premier pas de faire des conventions, de savoir comment on organise justement ce dialogue entre avocats, que ce ne soit pas juste quand il y a un bon bâtonnier sympathique qui est très très ami avec le président, ça tombe bien, et du coup il y a une fluidité des échanges magnifiques, et puis tout à coup il y a quelqu'un d'autre qui arrive, et ça se passe beaucoup moins bien. Donc ça, je trouve ça regrettable, alors que si on le met dans une convention, bah, ça fonctionne, tout le monde s'y habitue, et c'est une bonne pratique que j'aimerais bien qu'on l'étende, voilà, et qu'on le pérennise, voilà, absolument, qu'on le pérennise. Je sais que ça a été un peu discuté à un moment, donc on peut peut-être y repenser. Et je voudrais juste terminer, je me tourne vers les candidats au bâtonnat. D'abord, je voudrais vraiment les remercier pour la qualité de cette réunion. Et puis, je trouve que vous ayez pensé à prendre ce sujet. Je trouve que c'est de très bon augure, parce que votre rôle, si vous êtes élu, il sera essentiel dans le dialogue à nouer avec les magistrats. Et je me dis que si vous arrivez jusqu'au bout, ben ce sera bien. Je serais très très heureuse de penser qu'on a pu peut-être apporter un tout petit caillou à l'édifice d'un barreau de Paris auquel je suis vraiment attachée, apaisé, et avec la juridiction parisienne qui est aussi exemplaire. Et je pense que ce serait vraiment un beau défi. Merci beaucoup, Elisabeth. Un mot de synthèse, de proposition de Julie Couturier et Vincent Nuret, et pour clôturer en beauté ces beaux échanges. Alors ça me fait extrêmement plaisir parce qu'on a déjà diffusé nos propositions en matière de relations avocats-magistrats, et dans tout ce que vous dites les uns et les autres, on retrouve absolument ce à quoi nous avons pensé. Donc ça me conforte dans le fait qu'on n'est peut-être pas complètement à côté de la plaque, et ça me fait assez plaisir. J'ai entendu Elisabeth parler de son expérience à la chancellerie et dire avec un brin de regret que peut-être en effet on n'avait peut-être pas toujours suffisamment associé les avocats au travail qui est fait au sein de la chancellerie. C'est aussi notre sentiment, et c'est vrai qu'on l'a vu par exemple avec la réforme de procédure civile qui a peut-être été mal acceptée. On a un certain nombre de réformes qui ne sont pas toujours très très bien acceptées. Notre idée serait, mais bien évidemment elle ne dépend pas que de nous, mais nous, ce que nous appelons de nos voeux, c'est la création d'un poste d'ambassadeur permanent de la profession au sein de la chancellerie, justement pour fluidifier ce travail de l'écriture des textes, mais aussi qui serait justement peut-être en charge des relations avocats-magistrats, greffiers et personnel de justice. Quand vous allez dans les services à la chancellerie, c'est pas que ça m'arrive tous les jours, mais on sait que à la chancellerie, il y a essentiellement des magistrats, des gens qui sont éventuellement là depuis assez longtemps et qui sont plus forcément extrêmement connectés à notre pratique. Et ça se ressent dans les textes, c'est-à-dire que quand on voit les couacs qu'il y a pu y avoir dans cette réforme de la procédure civile, dans le décret d'application de la loi du 23 mars 2019, on comprend qu'en réalité, beaucoup de ceux qui l'ont écrite ne sont plus tout à fait connectés à la pratique. On s'en rend compte quand on pratique la procédure d'appel, on s'en rend compte quand on pratique la procédure civile devant le tribunal également. Le fait d'avoir cet ambassadeur peut-être permettrait en effet de fluidifier les choses.
et d'apporter, si je puis dire, une touche avocat dans ce travail réglementaire, et ça nous semble une piste intéressante à creuser. L'idée est venue du fait qu'on a un membre du Conseil qui était en exercice, qui du coup ne l'est plus, qui a été nommé au ministère du rebond économique, je ne sais jamais le titre intégral de ce ministère, mais qui est le ministère de M. Griset, justement pour aller représenter un peu les professions libérales. Je pense que le fait qu'il y ait des ponts entre l'administration et les professions est peut-être une piste, en effet, à creuser. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, on l'a dit, le dialogue institutionnel, protocolaire, en général, il se passe bien. Les relations mensuelles entre le bâtonnier et le président du tribunal, ça se passe bien. On règle plein de choses, plein de petites choses, et ça se passe extrêmement bien. Mais moi, j'ai la conviction que ce dialogue et ce respect mutuel, on peut aussi le développer par le travail, par la base, si l'on peut dire, c'est-à-dire aussi peut-être matière par matière. Ça existe, on peut le dire, nous, par exemple, effectivement, en matière de droit de l'exécution, on a des échanges assez réguliers, justement pour essayer de développer ces bonnes pratiques. Ça a un peu disparu, ça s'est fait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y avait beaucoup cette pratique-là. Il faut la renouveler. Je pense qu'elle a un peu disparu justement du fait de l'architecture judiciaire, du fait du nouveau tribunal. Je pense qu'il n'y a pas de connivence gravissime quand les magistrats spécialisés en droit de la construction parlent avec les avocats spécialisés en droit de la construction pour se mettre d'accord sur des bonnes pratiques, peut-être même sur l'harmonisation des écritures. C'est quand même, ce sont des choses qu'on peut faire. Et partout où on pourra les faire, ce sera l'occasion de comprendre effectivement nos contraintes mutuelles. On a participé à des groupes de travail. C'est vrai que les magistrats nous connaissent parfois mal, ont parfois peu conscience des contraintes qui sont les nôtres. Et en effet, vous parliez, Monsieur Gastineau, du client qui est quand même, effectivement pour nous, évidemment, un acteur qu'on ne peut pas négliger. Et ça, effectivement, il faut le comprendre. Mais c'est vrai que de là naît l'échange quand même. Et c'est vrai que ces groupes de travail, ce sont aussi des occasions pour vous, magistrats, de venir nous dire « Attention, maître, faites attention parce que les écritures, là, en ce moment, il faut que vous formiez un peu mieux vos confrères parce qu'une prétention et un moyen, c'est pas la même chose au terme du Code de procédure civile. » Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi en travaillant au quotidien sur des bonnes pratiques comme cela qu'on contribuera à une amélioration de la qualité des écritures, à une amélioration du coup de la qualité des jugements aussi. Donc c'est ce dialogue au quotidien à restaurer, matière par matière. Dernier point, et ça manifestement on est tous unanimes et vous l'avez tous dit, c'est la question de la formation. Moi je suis une assez fervente défenseur d'une formation commune. J'ai bien conscience que compte tenu du nombre d'avocats comparé au nombre de magistrats, peut-être que cette formation commune sera difficile à mettre en œuvre, mais on peut la mettre en œuvre à notre échelle. Beaucoup de progrès ont été faits d'ailleurs à l'école à Paris, puisque sur le plan de la formation judiciaire, toutes les formations sont maintenant assurées par des binômes avocats-magistrats. Moi, de la même façon, je vais faire des formations à l'ENM. Les magistrats viennent faire des formations à l'EFB, c'est très bien, mais il va falloir développer ça encore et encore pour que les élèves avocats sachent aussi quelles sont les attentes des juges. C'est aussi, ça fait partie de la formation que les jeunes avocats sachent ce que les juges attendent d'eux. Ça me semble effectivement la moindre des choses. Et bien évidemment aussi en termes de formation continue, ça semble absolument indispensable et un moyen de se connaître mieux et de comprendre mieux les attentes mutuelles. Encore une fois, c'est vrai que ce à quoi on aimerait parvenir, c'est en effet à la restauration de cette relation de confiance et de respect mutuel qui s'est en effet un peu perdu ces derniers temps. C'est vraiment un sujet qui nous tient tout à fait à cœur, vous l'avez compris, pour des raisons différentes, Vincent et moi, avec une histoire différente. Mais c'est en tout cas un point parmi plein d'autres sur lesquels on se retrouve vraiment absolument. Donc merci infiniment à tous pour ce dialogue sans langue de bois. C'était ce qu'on voulait et c'est exactement l'illustration de ce qu'on aimerait faire et de ce qu'on aimerait faire de nos relations, c'est-à-dire en effet une relation apaisée dans le respect mutuel, dans la confiance et avec une possibilité de se dire les choses vraiment. Donc merci. Merci à tous.